Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité. Au menu ce soir, la carte nationale d'identité ivoirienne, la production des CNI, objet de tous les commentaires entre l'expiration des CNI de 2009 depuis 72 heures et toutes les difficultés rencontrées par les usagers pour se voir produire la nouvelle. On en parle ce soir avec le directeur général de l'ONESI, l'Office national de l'état civil de l'identification, ONESI. Et dans la deuxième partie de cette émission, cette semaine a aussi été marquée, vous le savez, par l'augmentation du prix de l'essence. On en parle donc dans la deuxième partie de cette émission. Voilà pour le sommaire avec moi en plateau, comme annoncé, M. Ago Christian Gérard Kodia. Il est le directeur général de l'ONESI. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Diassouma. Le reste des invités, ce sont les inconditionnels que vous connaissez maintenant, chers téléspectateurs, chers internautes. Antoine Assalé Tiemoko, journaliste député maire de Tia-Salé. Merci d'être là, Antoine Assalé Tiemoko. Landry Couillot, qui est juriste. Alafé Wakili, journaliste directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Ambroise Tietier, journaliste, et Sylvain Debailly, journaliste également à Connexion Ivoirienne.net. Bonsoir, chers confrères. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, il n'y aura pas de nouvelle prolongation après le 31 mars pour les cartes nationales d'identité établies en 2009. Décision du Conseil des ministres qui s'est tenue mercredi, conduit par le président de la République Alassane Ouattara. Le gouvernement s'est aussi prononcé sur d'autres questions, notamment la cherté de la farine de blé. Vous le verrez dans le sujet que vous allez voir. C'est un sujet de Pierre Dipomélin et Harouna Zeba et on en parle juste après. Les centres d'enrôlement de l'Office national de l'identification ont été pris d'assaut ce matin pour les renouvellements des cartes d'identité. Les raisons, le gouvernement a décidé de ne plus prolonger le délai de validité des cartes d'identité délivrées en 2009. Ici, au centre d'enrôlement de la gare de Bassam à Treichville, plusieurs sont les raisons qui expliquent la présence des retardataires sur ce site. Pour Mme Nguessan Clémentine, le coût de renouvellement de la carte en est la cause. Si c'est aujourd'hui que je suis venue faire ma pièce, c'est compte tenu des réalités du terrain. Nous avons tellement souffert. Aujourd'hui, problème d'argent, là, c'est compliqué. 5 000 francs. Et quand tu arrives au cyber pour tirer, il faut payer 6 000 francs. C'est beaucoup trop. Donc, le temps d'avoir les 6 000 francs pour venir faire, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis venue. Parce que je me sens dans l'obligation de le faire. Parce qu'après cette date-là, on ne pourra plus faire d'opérations bancaires. Dans l'objectif de faciliter l'accès à la carte nationale d'identité, l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, a mis à disposition des centres d'enrôlement de proximité du 21 au 31 mars à travers le pays. Le conseil que je peux donner à ceux qui ne se sont pas fait encore enrôler, c'est de venir s'enrôler. De toutes les manières, l'enrôlement, c'est une activité pérenne. Il n'y a pas de date limite. Les centres d'enrôlement de l'ONESI sont des centres fixes. Vous pouvez vous enrôler à tout moment. C'est seulement la carte de 2009 qui n'est plus valide à compter, on va dire, demain 1er avril. Vous ne pourrez plus utiliser cette carte-là pour les actes de la vie civile. Dans les centres de retrait, les demandeurs semblent de plus en plus nombreux depuis la décision du gouvernement. Avant même l'annonce du gouvernement, la direction générale avait, pour notifier les pétitionnaires, on procédait par appel, on procédait par message. Et ce qui faisait qu'ils venaient un tant soit peu. Mais depuis l'annonce du gouvernement, l'affluence a encore doublé. Les gens vraiment se déplacent pour le retrait de leurs cartes. À compter de ce soir, les détenteurs des cartes nationales d'identité établies en 2009 ne pourront plus les utiliser. Ils devront avoir recours à une attestation d'identité en attendant la délivrance de leur nouvelle carte d'identité pour ceux qui se sont fait enrôler. Monsieur le directeur général de l'ONESI, nous avons grand plaisir à vous recevoir sur ce plateau ce soir. Première question, le gouvernement a annoncé que la date butoir pour l'expiration des cartes d'identité de 2009 n'allait pas être prolongée parce qu'on assistait quand même à beaucoup de prolongements. Vous le confirmez? Oui, tout à fait. Oui. Donc les cartes de 2009 à partir depuis 72 heures ne sont plus fonctionnelles? Non, les cartes dont la validité est échue ne sont plus fonctionnelles. C'est cela. Et désormais, ce sont les cartes de 2016? Ce sont les cartes dont la validité est peut-être de l'ancien système, mais si elles sont toujours valides,
elles ont encore cours légal, mais les cartes, en tout cas, qui ne sont plus valides, dont la validité a été prorogée plusieurs fois, ne seront plus utilisées pour les actes de la vie civile. Pourquoi il y a autant de plaintes sur la carte nationale d'identité, sur la production notamment? Non, il faut dire qu'avoir une carte nationale d'identité, c'est un acte de la vie civile, c'est un acte courant. Mais le seul problème, c'est qu'il y a eu maintenant un nouveau système qui est venu et donc il y a eu une accumulation de temps. Donc tout le monde est focalisé sur ce titre en même temps. Et donc vous voyez que quand tout le monde, on doit traiter en même temps tout le monde dans un laps de temps assez court, ça fait parfois ressortir... C'est quoi le nouveau système? C'était quoi l'ancien système? Non, aujourd'hui, maintenant, on parle d'une carte qui est biométrique, bien sûr, mais qui attribue un NNI, un numéro national d'identification. C'est cela. Et donc, qui est unique pour chaque personne. Et ensuite aussi, il y a des services qui sont rattachés à l'utilisation de cette carte et puis qui permettent d'utiliser cette carte aussi comme document de voyage. Monsieur, vous avez tous vos cartes d'identité sur ce plateau? Ouais, moi j'ai la mienne. Oui, d'accord, très bien. Moi, non. Ah, d'accord, Landry Couillon, on commence par vous. Oui, non, j'ai mon attestation et mon récépissé. Depuis combien de temps? On m'a donné rendez-vous pour janvier, j'attends. Ah, d'accord. Sauf qu'il est important de préciser que lorsque nous avons sollicité le service client de l'ONESI, celui-ci nous a manifesté une incroyable générosité et une célérité dans la réponse. Donc nous savons que d'ici la semaine prochaine, si par la grâce de Dieu nous sommes encore sur ce plateau, nous pourrons vous produire la carte d'identité. Vivement. Ambroise? Moi, ça fait 11 mois que je suis en attente de la mienne. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque. On a la chance d'avoir le directeur général, on va lui poser la question. Bon, mais... Le 5 mai, exactement. Oui, vous savez que la question de l'identité, elle est vraiment individuelle. Et donc, il y a beaucoup de cas de figure qui peuvent se produire. Donc, pour pouvoir peut-être dire dans son cas précis le cas de figure, il faut avoir son dossier. Parce qu'il faut qu'on puisse comprendre qu'établir le titre, c'est conférer à ce titre-là une valeur. Donc, on ne peut pas établir le titre. Ce n'est pas comme, vous arrivez, on vous prend une photo, on inscrit les informations que vous nous donnez et on vous imprime la carte. Il y a tout un dispositif, il y a tout un travail, un traitement qui est derrière, c'est-à-dire qui part pour aller fiabiliser. Donc, dans un cas de figure, celui que nous rencontrons de façon courante, c'est que lorsqu'on veut faire le lien entre l'état civil de la personne et les documents qui nous sont fournis, il y a parfois des différences. Donc, on est obligé parfois de recourir encore à la personne pour pouvoir... On peut recourir à la personne en l'espace de 72 heures ou plus une semaine. Vous savez qu'on parle de millions de personnes. Hein, donc, c'est pourquoi nous avons ouvert aussi nos centres de réclamation. Nous avons ouvert aussi notre ligne pour que les gens nous contactent aussi. Alafé Wakili. Voilà. Il y a des cas pratiques, monsieur le directeur général, et il y a un téléspectateur qui m'a dit de poser sa question. Il part avec son épouse et ses enfants. Ils sont 4 ou 5. Quelques mois après, il a eu sa carte. Son épouse n'a pas eu. Elle a eu 2 mois après. Et puis, 1 an après, les enfants n'ont pas eu. Ils se sont fait enrôler sur le même site et le même jour. Et il ne comprend pas. Oui, c'est... Pourquoi ça explique cela? Non, s'ils avaient tous la carte le même jour, moi, j'aurais été inquiet. Ah bon? Oui, bien sûr. Pourquoi? Expliquez-nous. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tantôt, nous traitons les cas individuellement. Vous savez, le monsieur, il est né peut-être à Touba, son épouse est née peut-être à Guibérois, et puis ils ont donné naissance à leur enfant peut-être à Korogo. Donc vous savez que chacun d'eux est dans un centre d'état civil différent. Chacun d'eux produit un document différent. Chacun d'eux a une identité unique. Donc vous pouvez vous faire enrôler ensemble, mais nous allons vous traiter individuellement. Donc assurez-vous qu'aujourd'hui, les 4,8 millions d'Ivoiriens que nous avons enregistrés, nous les traitons individuellement, c'est-à-dire que nous sommes obligés de faire le lien entre votre centre d'état civil et ensuite de vérifier que l'information qui est portée sur votre document figure effectivement dans le registre d'état civil de la localité en question et que c'est correct. Et ensuite de regarder si le certificat de nationalité que vous avez donné a été effectivement produit par l'administration judiciaire en question. Donc toutes ces étapes-là, si vous êtes né à Abidjan, on peut le faire en 2 ou 3 jours. Mais si vous êtes né à Korogo et que vous faites votre certificat de nationalité à Tabou, vous voyez que nous, ONESI, nous sommes obligés de prendre des dispositions pour contacter toutes ces administrations et parfois, cela met du temps. Ça, je suis d'accord. Antonin Saleh Timoko. Oui, je voulais comprendre, parce qu'un cas de figure, quelqu'un qui a fait sa demande en 2018... Ils sont nombreux à avoir fait la demande en 2018. La carte, il est allé plusieurs fois pour essayer d'avoir des nouvelles. On lui a dit de refaire encore une autre demande. Il a fait la demande encore 1 an plus tard. Nous sommes en 2022, il n'a toujours pas de carte. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle
de tels dysfonctionnements? Non, je pense que c'est pourquoi on a renforcé, nous avons renforcé le centre de traitement et le centre de réclamation. On a mis un centre d'appel, on a mis des numéros WhatsApp, on a mis tout ce qu'il faut. Parce que quand les gens viennent faire leur enrôlement, ils nous donnent un contact, mais parfois on donne un contact groupé de plusieurs personnes ou bien le numéro n'est plus fonctionnel parce que nous avons un système qui nous permet de contacter individuellement les personnes pour traiter de leur cas. Donc quand on n'arrive pas à joindre cette personne, ça a créé beaucoup d'accumulation, mais maintenant on a fait de telle sorte que les gens puissent aussi nous contacter et que nous puissions traiter individuellement leur cas. Donc, il y a des cas de figure qui arrivent où on n'arrive pas à joindre la personne. Et là, on est obligé d'attendre que la personne ait contact avec nos services pour pouvoir traiter le dossier. La question que j'ai posée est quand même assez précise, non? Je veux dire, il a fait la demande en 2018, il n'a pas obtenu la carte, il a refait la demande encore, et un an plus tard encore, pratiquement 3 ans, il n'a pas encore de carte. Oui, mais c'est ce que... Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Oui, ce que je dis, c'est que refaire une demande n'est pas la solution. C'est pourquoi je dis, tant que ce n'est pas l'ONESI qui vous demande de faire la demande, si vous refaites une demande, dans notre système, nous avons comme double identité parce qu'à chaque fois, tout vient dans le système central. Et donc, si quelqu'un qui n'a pas été instruit par l'ONESI de faire une demande, il dit, bon, parce que ceux qui font maintenant, ça sort beaucoup plus vite. Donc, lui, il vient refaire une nouvelle demande. Quand ça arrive en centrale, on a toutes les identités et donc, quand nous faisons les croisements, alors nous mettons son dossier en ce qu'on appelle une inspection pour savoir si ce n'est pas un double enrôlement, ce n'est pas quelqu'un qui veut avoir deux identités. Oui, mais pourquoi est-ce que le système ne peut pas identifier que l'individu est déjà enrôlé et donc par conséquent, il ne doit plus faire... Ce n'est pas une faiblesse du système? Non, ce n'est pas une faiblesse, au contraire. Au contraire. Il peut s'enrôler 3 fois, 4 fois. Oui, expliquez-nous pourquoi ce n'est pas une faiblesse. Là, par exemple, quand vous faites enrôler, nous prenons des informations biométriques, nous vous prenons des empreintes. Si dans le traitement, nous trouvons que la qualité de ce que nous devons produire n'atteint pas le seuil tolérable, nous n'allons pas émettre de titre. Maintenant, quand la personne revient dans un centre où se dit qu'elle va se faire enrôler, bon, le système ne permet pas, sinon elle n'est pas fait pour des raisons de sécurité, de disposer de l'identité de tout le monde dans les différents terminaux. Sinon, dès que vous revenez au niveau de l'enrôlement, on allait tout de suite vous voir. Mais tout ça, ces informations sont en centrale. Donc, tous ces terminaux que vous voyez se connectent à la centrale, mais ne peuvent qu'envoyer des informations. Les informations ne reviennent pas sur les terminaux pour des questions de sécurité parce qu'il s'agit de la biométrie, il s'agit des informations à caractère personnel. Et donc, les agents sur les sites n'ont pas droit, n'ont pas accès à certains niveaux d'information. Et si on devait faire les deux, vous allez voir, le système allait tellement lourd parce que ce sont des échanges permanents qu'on n'aurait pas pu enrôler autant de monde possible. Vous sembliez dire qu'il y a un problème parce que les gens, ils se font enrôler à plusieurs reprises selon leur propre gré. Mais on a beaucoup d'internautes qui réagissent en disant que c'est l'ONESI qui leur a demandé de se réenrôler à plusieurs reprises, mais le problème n'est pas résolu. Voilà, c'est ce que je disais tantôt, quand il faut que ce soit l'ONESI qui vous demande de vous réenrôler. Oui, mais dans leur cas, c'est l'ONESI qui leur a demandé de se réenrôler. Si vous arrivez dans un bureau de l'ONESI, on vous demande de vous réenrôler, c'est parce que, par exemple, les empreintes, la qualité de l'empreinte qui a été prise ne correspond pas au seuil tolérable. Pourquoi la qualité de l'empreinte n'est pas... Vous savez que les empreintes, au moment où on les prend, il y a beaucoup de facteurs. Peut-être que ce jour, vous avez peut-être fait la lessive, vous avez utilisé des... Ou peut-être aussi que les appareils sont défaillants ou obsolètes. C'est possible, mais il faut dire que ce sont des terminaux que nous utilisons depuis et la poussière, les conditions de l'utilisation, mais ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter l'opération. On est obligé de faire avec et de faire en sorte que nous puissions rentabiliser les équipements que nous avons. Donc, ce sont des cas de figure qui arrivent, on ne va pas dire que ça n'arrive pas, mais le plus important à retenir, c'est que nous avons maintenant les solutions à tout type de problème et nous sommes en train de montrer qu'au fur et à mesure que les gens prennent contact avec nous, les solutions sont trouvées. Sylvain ? Oui, je voudrais demander, tout à l'heure il a dit qu'il y a des informations qu'il fallait aller chercher dans le centre d'état civil du requérant. Bon, moi je n'ai pas eu de problème puisque avec, à l'époque, quand l'ONU faisait l'enrôlement, l'UNJCI a sollicité une équipe et nous avons eu cette équipe à la Maison de la Presse. Notre enrôlement a été fait. Moi, j'ai eu ma carte aussitôt, en août. Mais ce que je ne comprends pas, est-ce que vous êtes allé à Guibérois, où je suis né, pour aller prendre les informations, ou bien tout ça, c'est par traitement informatique? Il faut faire un croisement. Nous avons, quand je dis qu'il faut aller là-bas, qu'il faut aller voir à la source, vous savez que la loi fait obligation de se conformer au registre d'état civil. C'est cela. Donc, on ne peut pas, nous, même si nous avons des données, nous sommes obligés, parce que le temps que ces données étaient déjà en base, peut-être que vous êtes marié,
Peut-être qu'il y a eu des mentions, il y a eu des faits d'état civil qui ont modifié votre état civil. Donc, l'information que nous devons porter sur votre identité doit être la plus à jour possible. Donc, nous sommes tout le temps obligés d'aller de consulter encore à nouveau les registres d'état civil avant de délivrer un titre sur la base des informations qui sont dans le registre d'état civil. Et ces registres sont déjà informatisés, vous pensez? Parce Nous qu'il y a des sous-préfectures qui ne sont pas encore à l'aide de l'informatique. Ça fait partie aussi de la mission de l'ONESI. Donc, dans la constitution du registre national des personnes physiques, RNPP, nous sommes en train aussi de numériser, de moderniser l'état civil, donc d'enregistrer les naissances et de faire en sorte qu'à partir de votre naissance, vous ayez déjà un NNI. Donc, comme je dis, on essaie d'abord, en même temps que nous délivrons des titres, pour que les gens puissent effectuer des activités, pour que les gens puissent avoir leur identité. En même temps, nous aussi, nous regardons l'état civil pour qu'à la fin, dans le RMPP, tout soit en même temps dans une seule base de données et pour que l'identité unique de l'Ivoirien reste dans une seule base de données. Donc, c'est des choses qui se font simultanément. D'accord. Ambroise? Moi, je vais parler de mon cas qui m'intéresse et que je connais le mieux. Évidemment. Ça fait 11 mois que j'attends ma carte. Quand j'étais à l'heure, on m'avait donné un délai de 45 jours pour avoir la carte. Qu'avant ça, j'aurais un SMS m'indiquant que ma carte était prête. 11 mois plus tard, je suis toujours, c'est le statut couranté. Et quand vous avez reçu les SMS, vous y êtes rendu? Non, je n'ai pas reçu justement des SMS. Voilà, c'est le statut couranté. Je suis là, j'attends. Qu'est-ce qui peut expliquer mon cas? Comment vous expliquez ça? Vous savez, je ne peux pas expliquer votre cas quand je n'ai pas accès au dossier. Mais ce que je veux dire, vous voyez, nous avons aujourd'hui 3,8 millions d'Ivoiriens qui sont passés retirer leur carte. Si ça marche pour 3,8 millions, ça veut dire que le système, au moins, il produit et qu'il est bon et qu'il donne des titres qui sont sécurisés. Maintenant, il y a des cas individuels. Donc, puisque le traitement est fait de façon individuelle, il nous faut forcément voir le dossier pour que nos équipes se prononcent sur la situation. Je peux vous donner un exemple tout simple. Vous avez quelqu'un qui, en 2000, pour sa carte 2009, avait comme lieu de naissance Vavois. Et après, il vient, au lieu de venir faire le renouvellement de la carte, il vient faire ce que nous appelons une modification. Et donc, dans cette modification, les informations qu'il produit maintenant ne concordent pas avec ce que nous avons dans notre base de données. Ce dossier, il est mis en inspection. Nous avons plus de 300 agents qui travaillent 24 heures sur 24 et qui traitent qui font des croisements. Et alors, on se rend compte que cette personne-là, il y a un souci. Mais ce n'est pas véritablement un problème. Mais nous mettons son dossier en inspection, le temps d'envoyer un message à la personne ou le temps que la personne nous contacte pour pouvoir débloquer la situation. Donc, il y a tellement de cas de figure. Vous savez, on voit des choses. Il y a parfois même des cas de figure où, quand l'enfant est né ou bien quand la personne est née, sa mère avait 8 mois. Vous voyez, donc ce sont des choses qui... Sa mère avait 8 mois. Ah, mais bien sûr, parce que... Vous nous faites des révélations ce soir. Parce que nous comparons les fichiers et nous faisons des croisements ascendant-descendant. Parce que quand vous dites que vous donnez un NNI à quelqu'un, un numéro national d'identification basé sur la biométrie, vous devez être le plus juste possible. Parce que c'est un document qui, aujourd'hui, va révolutionner l'identité en Côte d'Ivoire. On aura l'occasion de vous poser des questions, justement, sur cette révolution dont vous parlez tant. Alors, vous allez répondre, on a évoqué beaucoup de cas ce soir, notamment. Il y a celui de Sissoko Rokia qui nous appelle de Port-Bouet. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez-y, posez votre question. Bon, j'ai plutôt une préoccupation. Allez-y, allez-y. J'ai fait une demande de renouvellement depuis 2020. Oui. Une demande de renouvellement depuis 2020. La date de retrait, c'était le 10 juillet 2020. Et jusque-là, je dis, je n'ai pas été appelée, je n'ai pas reçu de message. Je me suis moi-même rendue au centre de retrait. Je suis allée sur le site. C'est là que j'ai su le centre où je devais retirer ma carte. C'est le centre pilote de Port-Bouet. Jusque-là, on me dit qu'il y a un problème. Je ne sais pas exactement c'est quoi le problème, mais jusque-là, je n'ai pas encore de carte d'identité. Très bien. Il y a un agent là-bas. Oui, jusque-là, ma carte n'est pas encore disponible. Les agents me reçoivent là-bas. Je veux dire, ça fait 2 ou 3 fois que je m'y rends. Il y a un agent qui me reçoit. J'ai pris son numéro WhatsApp et tout. Madame, on a fait remonter votre réclamation et jusque-là, rien. Le service d'appel... où on peut appeler, je crois, le 13 combien, où, je veux dire, en début d'émission, M. Cuya a dit qu'il avait été bien reçu. Moi, c'est le contraire. C'est le contraire. Quand j'ai appelé, je n'ai pas été reçu correctement. On m'a dit, on m'a mise en attente au moins pendant 5 minutes. Je n'ai pas eu de retour. Ah oui, ça. Et je me rends toujours au centre de Port-Bouet. Jusque-là, je n'ai pas de carte. Donc, je suis inquiète.
Ici, qu'il a des services efficaces, vraiment, je veux dire, qui sont à même de trouver des solutions à toutes les difficultés. Et moi, là, vraiment, je doute de l'efficacité des services. Jusque-là, je n'ai pas ma carte. Je n'ai aucune raison précise. Madame, on vous a bien compris. On donne l'occasion à monsieur le directeur général de réagir à votre préoccupation. Merci de nous avoir appelés depuis Port-Bouët. Oui, vraiment, ce sont des cas que nous sommes en train de tout faire pour les réduire, pour les minimiser. C'est tout à fait des cas qui arrivent. La qualité du service, c'est quelque chose qui est notre souci permanent. Et vous savez que notre ligne aussi d'appel, le 1340, qui dans un moment était sous-utilisée, est maintenant pris d'assaut. Donc cela étend le délai d'attente. Mais nous avons pris des mesures parce que dès demain lundi déjà, nous avons multiplié la capacité par 2 pour réduire considérablement le délai d'attente. Maintenant, pour la dame, je dis c'est normal parce que, vous savez, nous traitons les informations à caractère personnel. Donc les agents sur les sites d'enrôlement n'ont accès qu'à une petite partie de l'information pour ne pas avoir à faire des corrections sans les documents complémentaires. C'est pourquoi quand on s'y prend beaucoup plus tôt, le délai qui est indiqué, c'est le délai standard, mais on se dit c'est un délai si tout va bien. Si on arrive à vous retrouver dans les fichiers, si on arrive à retrouver... le délai de 45 jours, là? Le délai de 45 jours, qui a été ramené maintenant à 14 jours pour les renouvellements. Lorsque on n'a vraiment pas de soucis, on retrouve toutes vos informations, on peut vous identifier, vous fiabiliser de façon unique. Alors, en moins de 14 jours, vous avez votre carte. Mais c'est un délai standard. Maintenant, ce que je peux répondre à cette dame, c'est que vraiment, c'est pour lui dire qu'elle peut revenir prendre contact avec nos services. Il est mieux de venir, si elle est sur Abidjan, de venir directement... Elle a parlé de Port-Bouët, oui. Voilà, donc de venir à nos bureaux. Et là, parce qu'il y a des dossiers qui sont à plusieurs niveaux de traitement, mais les agents sur les sites ne l'ont pas. Et puis, pour faciliter la tâche, nous sommes en train d'ouvrir dans les grandes régions, à San Pedro, Daloa, Korogo, Boaké, nous sommes en train d'ouvrir des centres de traitement de réclamation. Je crois que le premier, il va ouvrir la semaine prochaine à San Pedro pour pouvoir être beaucoup plus proche des personnes parce que nous devons déporter certaines informations dans des environnements qui devraient être sécurisés. Parce que sinon, ça peut être utilisé par plusieurs personnes. Vous savez, aujourd'hui, avec les technologies, c'est un gros investissement que nous mettons sur la sécurité de l'information. Malheureusement, cela cause quelques désagréments que nous allons nous atteler à régler le plus vite possible. Alain Wakili. Oui, monsieur, il y a quand même 3 800 000 qui ont leur carte et ça pose aussi des problèmes. Vous êtes nouvellement nommé et on dit que vous continuez de signer les cartes. Pourquoi? Et puis pourquoi il n'y a pas le nom du père de la mère, des géniteurs. Justement, ça aussi, c'est des observations qui ont été faites sur la nouvelle carte et il paraît qu'il y a des banquiers ou des opérateurs économiques qui ont besoin de filiation et qui émettent des réserves sur la question. Est-ce qu'on peut avoir des réponses sur ça? D'accord. Ils demandent même des extraits de naissance, en plus de la CNI. Sur la question de la signature de l'autorité, je dis que tous les documents que nous utilisons, même quelqu'un qui prend son relevé scolaire, même les dates de naissance qu'on utilise pour prendre vos copies, même le passeport, il y a l'autorité qui signe. Donc, il y a un décret qui encadre les documents administratifs. Et donc, à chaque fois, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le maire a changé que les anciens extraits ne seront plus valides. Donc, c'est vraiment ça. Il faut qu'on dise que c'est la chose la plus courante. Il faut que le document soit authentifié par la signature de l'autorité qui délivre. Donc, quand l'autorité qui délivre change, la signature aussi évolue. Maintenant, sur la question de la filiation, vous me donnez l'opportunité vraiment de rassurer les gens pour dire d'abord que la nouvelle carte elle-même sécurise l'identité de la personne et on se limite à afficher seulement les données qui sont suffisantes et nécessaires pour distinguer deux personnes. Mais le fait même de ne pas afficher cette filiation, c'est le premier niveau de protection de l'identité de la personne. Je vous donne un exemple. Sur l'ancienne carte, nous avons toutes vos informations qui sont sur l'ancienne carte. Donc, quelqu'un qui prend votre carte, il peut la reproduire à l'identique, aller effectuer des démarches administratives comme vous, parce qu'il a la totalité des informations de votre identité. Il va remplir les fichiers, il va remplir les formulaires, il va mettre toutes les informations parce qu'il les a. Mais sur la nouvelle carte, il va aller, sauf s'il prend le téléphone pour vous appeler, pour vous dire « donnez-moi le nom de votre père », il ne peut pas avoir ça, il ne peut pas l'utiliser. Parce que la fraude sur l'identité, c'est à ça que... On est bien d'accord avec votre argumentaire, mais un banquier, par exemple, qui veut authentifier l'identité de quelqu'un, qui n'a aucune information sur le nom des géniteurs au dos de la carte, qui fait des difficultés pour une opération, comment l'usager est censé réagir?
Aujourd'hui, nous sommes en train de sensibiliser toutes les administrations. Est-ce qu'il ne fallait pas le faire plus tôt? Oui, peut-être un peu. Et puis, est-ce qu'il doit avoir un lecteur? Et on a un terminal. Oui, on a un terminal. J'ai apporté un-même, mais je pense qu'il n'est pas sur le plateau. Peut-être on peut nous l'apporter si c'est possible. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, on a un terminal qu'on va vous présenter tout à l'heure qui permet d'authentifier la carte et de lire les informations qui sont sur la carte. Wow. Mais en plus de cela, les administrations auront ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire c'est une application que nous avons qui peut s'intégrer dans leur dispositif informatique pour qu'eux puissent consulter les informations dès qu'ils reçoivent quelqu'un. Mais le fait déjà que nous délivrons un NNI, à partir de ce NNI, on peut remonter toutes les informations. Maintenant, il y a des habilitations que nous allons donner aux administrations. Donc aujourd'hui, nous faisons la sensibilisation pour dire aux gens d'avoir confiance en cette carte, parce qu'avant, on cherchait le nom des parents tout simplement pour pouvoir se rassurer de l'unicité de la personne. Mais à travers le NNI, la personne est déjà unique. Maintenant, quand on veut vérifier les informations sur les parents, nous avons maintenant un terminal de vérification d'identité et puis nous avons aussi des applications qui vont utiliser. Est-ce que ce terminal-là, vous allez mettre à la disposition des policiers qui contrôlent l'identité dans la rue? Est-ce qu'ils peuvent avoir un appareil dans leur véhicule qui leur permet de lire les informations qui sont sur ces cartes d'identité? Première chose. Deuxième chose, il y a des Ivoiriens qui se disent qu'ils ont reçu un SMS leur disant que leur carte d'identité était prête. Mais quand ils seront dans le centre pour récupérer la carte, on dit que la carte n'est pas là. Comment se fait-il que le système envoie des messages aux gens alors que la carte n'est pas disponible? Alors, un autre élément dans le prolongement de ce que dit Antoine Assalé-Timoko, quelqu'un qui se fait enrôler à Koumassi, on lui envoie un SMS pour dire que sa carte est disponible à Bobo. Par exemple, c'est des cas qui arrivent. Comment expliquer toutes ces irrégularités? D'accord, je vais commencer par ça parce qu'on peut dire qu'au moment de l'enrôlement, il y a un lieu de distribution qui est choisi. Donc, il y a un lieu de distribution. Parfois, on a des terminaux qui se déplacent. Ce sont des terminaux mobiles. On fait une opération à Koumassi et quand on revient peut-être à Bobo, on continue l'opération. Et donc, parfois, le lieu de distribution, on ne prend pas vraiment la peine ou bien de vérifier. Ou même parfois, même les gens ne demandent pas. Or, aujourd'hui, vous pouvez choisir votre lieu. Quand vous dites les gens, ce sont vos agents. C'est-à-dire, non. Le pétitionnaire, il peut, et le pétitionnaire a le choix de dire « je veux retirer ma carte à tel endroit ». Et nous avons un certain nombre de centres qui sont disponibles en fonction des localités. On va vous donner l'endroit qui est le plus proche de votre lieu. Mais si cette opération n'est pas faite, l'information qui est enregistrée dans le système, lors de la production de la carte, il reprend automatiquement le lieu de distribution qui a été sélectionné. Et comme le message est généré de façon automatique, il arrive parfois qu'il se coule un délai entre le moment où la personne reçoit la carte et au moment où la carte arrive physiquement dans le centre. Par exemple, le serveur il génère automatiquement, lorsque la carte est vérifiée et qu'elle est bonne et qu'elle est fiable, il génère automatiquement un message en fonction des données enregistrées. Maintenant, nous, humainement, nous devons transporter cette carte pour la déployer dans cet endroit-là. Mais on a essayé d'améliorer ça avec un système de tracking qui aujourd'hui nous permet de faire même des rapatriements de cartes, c'est-à-dire les cartes ont été identifiées, donc on peut savoir exactement les différents mouvements qui s'effectuent dans les centres. Et en général, quand quelqu'un nous dit, bon, je veux ma carte, par exemple, on peut faire un enrôlement à l'UNJCI, mais les gens, chacun, moi j'habite à Yopougon, moi j'habite à Cocody, ils choisissent, et donc parfois, on dit lieu de distribution, on peut tout mettre au plateau. Mais après, on peut faire des corrections, on peut... Donc, vraiment, c'est des choses, c'est des cas qui arrivent, mais nous sommes en train de les réduire au maximum. Les policiers. Maintenant, oui, pour cette question, vous avez ce terminal qui est là. C'est un terminal, bon, si quelqu'un a une carte même, on peut essayer, qui permet tout simplement de lire la carte. Une carte, et donc, on va essayer. Voilà, donc la carte, ça apparaît automatiquement. Et vous avez les informations qui sont là. Donc, il est équipé pour être sur le terrain. Il est aussi équipé pour que les gens l'aient, pour que les gens puissent l'utiliser pour vérifier l'identité des différentes personnes. Donc, c'est un terminal qui sera mis à la disposition des administrations pour qu'on puisse voir. D'accord. Alors, ça tombe bien, on a une carte d'identité sur le plateau, celle de Sylvain Guédé-Debailly. C'est l'occasion de voir si c'est une carte authentique. Sans doute, évidemment. Peut-être éventuellement le prénom de l'appareil marche d'abord. Exactement, c'est cela. Le directeur général va nous faire une démonstration. Il faut que l'appareil démarre d'abord. Voilà, alors, monsieur le directeur général, en attendant que vous démarriez l'appareil, il y a un hôtelier qui nous écrit, qui dit que dans l'hôtellerie, quand il reçoit un client,
ils sont censés noter le nom des géniteurs, du père, de la mère. Et aujourd'hui, vu que ces mentions-là ne figurent pas sur la carte d'identité, c'est un vrai problème pour eux. Ils auront des terminaux. Ils auront des terminaux, les hôtels? Auront-ils des terminaux? En fait, il ne faut pas se baser seulement sur le terminal. Il faut avoir confiance au fait que nous donnons un NNI. Pourquoi le terminal? Le terminal, c'est juste parce que la carte que vous voyez, elle contient une puce. Donc, certaines personnes seront habilitées à pouvoir lire. Mais aujourd'hui, si vous me dites, M. Nguessan, il a un NNI numéro X, je peux vous dire toutes les informations qui sont derrière. Maintenant, ça dépend de qui a droit de recevoir ces informations. Donc, aujourd'hui, pour cet hôtelier, tout ce qu'il a à prendre sur ses clients, c'est le NNI, c'est tout. Il n'est plus obligé de prendre le nom du père, nom de la mère. Parce qu'avant, il prenait ces informations-là pour que s'il reçoit 2 clients du même nom, il puisse différencier lequel était là avant. Mais aujourd'hui, le NNI, il est unique. Donc, on n'a pas vraiment besoin de pouvoir prendre ces informations-là. Malheureusement, mon terminal, il n'est pas chargé. D'accord, très bien. Mais bon, on fera l'essai dès qu'on finit. D'accord. À la fin, Wakili, allez-y. Il y a peut-être un autre cas de fraude. Cette carte-là, on peut la reproduire avec une photo. Monsieur Nguessan est là, son nom est là, et puis quelqu'un reproduit ça avec lui sa photo et lui ses noms et prénoms. Et comme on le faisait avec la carte journal, l'enquête qu'il a faite, il y a ce risque qui existe aussi avec des gens sophistiqués. C'est possible. Oui, les gens, ils avancent. C'est pourquoi nous aussi, on rend le système beaucoup plus compliqué. Et comme on l'a dit, nous voyons des gens qui viennent pour renouveler leur CNI. Mais quand elles vous donnent le numéro de cette CNI, dans la base de données, ce n'est pas cette personne parce qu'elles utilisent ça. Non, pas la nouvelle, avec l'ancienne. Et les gens ont utilisé ces cartes-là pour faire vraiment du faux, pour arnaquer des gens et tout ça. Mais avec cette carte, d'abord, la photo, elle est imprimée dans la carte. C'est du polycarbonate. Donc, si vous essayez de gratter, vous détruisez la carte. Ça, c'est d'abord le premier niveau de sécurité. Mais le deuxième niveau, vous pouvez même peut-être la photocopier, la rendre dure pour tromper un peu la vigilance des gens. Mais vous ne pouvez pas inscrire des données sur la carte. C'est à ça que sert le terminal. Donc, ces données-là, vous ne pouvez pas aller les inscrire sur une carte. Imaginez que vous arrivez à une banque et que la banque n'a qu'à prendre simplement votre NNI, interroger notre système, et donc la banque va avoir affiché sur son écran votre photo, la photo que nous avons de vous, les informations que vous nous avez données, donc ces informations vont apparaître et la banque peut vous regarder pour savoir qu'il n'est pas fiable. Mais même avec ce terminal, malheureusement, on n'a pas pris le soin de le charger. Avec la photo, on peut retrouver l'identité de la personne, tout simplement, pour voir si ça correspond à ce qui est sur la carte. D'accord. Ambroise ? Monsieur le directeur, anciennement, c'était 45 jours. Maintenant, c'est 14 jours. Avec les 45 jours, il y a beaucoup de grognes. Hein. Il y a beaucoup de plaintes. Avec 14 jours, pensez, quelle disposition avez-vous prise pour que les gens grognent moins, pour que les gens plus rapidement leur carte d'identité? Bien, je suis aujourd'hui sur votre plateau. Je pense que pour les informations que nous recevons, les gens grognent de moins en moins. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de grogne, mais nous souhaitons aussi faire en sorte, parce que quand vous dites 45 jours, c'était le délai qui était donné pour pouvoir faire tous les traitements possibles. Pour les renouvellements, nous avons considérablement raccourci. À combien de jours? À 14 jours au maximum. Mais nous ne disons pas qu'il ne va pas avoir des problèmes. Parce que tant que nous préférons avoir une carte nationale d'identité fiable que d'imprimer des données à quelqu'un sans avoir vérifié. Pourquoi? Après, il y a tout un tas de services qu'on doit pouvoir utiliser qui vont, par exemple, permettre d'avoir votre date de naissance là où vous êtes. Mais si on ne prend pas la peine de prendre ce temps nécessaire pour construire ce système, alors on va encore une fois construire un système pour les Ivoiriens qui va montrer ses défaillances, ses limites dans un temps trop court pour l'investissement qui est fait par l'État. Oui, Landré? Je considère que ce qui est normalement un besoin individuel, celui d'avoir la carte d'identité, du fait de la situation conjoncturelle et qui s'étend, bien sûr, sur plusieurs années, est devenue une réclamation d'ordre social. Tout à l'heure, vous avez évoqué un chiffre, qui est celui de plus de 3 millions de personnes qui ont eu le bénéfice de voir 3 800 000 personnes, donc ivoiriens, des citoyens qui se sont vus délivrer cette carte-là. Alors moi, je voudrais mesurer cela par rapport à l'estimation qu'on peut avoir du nombre de personnes, du nombre d'Ivoiriens qui sont censés disposer de la nouvelle carte. Quel est le taux? Par rapport aux 3 800 000, c'est quoi le taux? En fonction de cela, on pourra avoir une satisfaction globale de l'efficacité de votre service. Bon, je pense qu'il ne faut pas regarder les choses sous cet angle-là.
faire une carte nationale d'identité n'est pas un phénomène nouveau en Côte d'Ivoire. Et on n'en a jamais fait un problème. Avant, vous vous levez, vous partez. Moi, j'ai fait ma première carte nationale d'identité. J'avais, je crois, 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans. Pour des raisons d'examen, je devais passer le bac. Et donc, je suis allé avec mon père pour me faire ma carte nationale d'identité. Nous sommes allés dans le bureau du commissaire. Ils ont pris les photos, ils ont regardé les documents. Ils ont inscrit les éléments, les informations qui étaient en ma possession sur le document. Ils ont dactylographié, le commissaire a signé. Et puis, on m'a remis ma carte et j'ai utilisé cette carte pendant longtemps. Si les informations qui étaient inscrites, que mon lieu de naissance n'était pas le bon, ou bien qu'il y avait des erreurs, on a copié, on en a fait une carte qui est valide. Et donc, aujourd'hui, on est en train de construire un système qui, lui, va permettre de corriger tout ça et de rendre l'identité unique de votre naissance jusqu'à votre décès. Donc, vous voyez que c'est une longue étape. C'est des choses qu'il faut prendre le temps de construire et puis de ne pas donner des choses à peu près pour les Ivoiriens parce qu'il s'agit de l'identité des personnes. Excusez-moi, Ali. Terminez rapidement. Je constate que monsieur le DG nous donne une réponse politique. C'est une question. La question de la carte d'identité de Côte d'Ivoire ailleurs, peut-être une question purement technique, mais ici, c'est devenu une question de gouvernance, puisque c'est porté même en termes de réclamation d'ordre politique. Aujourd'hui, si le gouvernement de Côte d'Ivoire est passé de l'ONI à l'ONESI, c'est parce qu'on a un besoin, celui de répondre à une aspiration sociale qui est de plus en plus importante. Et cela se mesure. Aujourd'hui, d'un point de vue politique et de gouvernance publique, on est en droit de savoir, est-ce que dans la nouvelle formule proposée par l'État de Côte d'Ivoire, il y a de la satisfaction? Est-ce qu'on avance réellement? 3 800 000 personnes qui reçoivent la carte correspond à quoi, concrètement, pour qu'on soit en capacité aujourd'hui de dire qu'en fonction de ce à quoi est-ce que l'on s'engage, il y a de la réussite, ou il y a un échec, ou il y a un blocage? Oui. Quelles étaient les prévisions? Et sur la base de ces prévisions, que représentent les 3 800 000? D'accord. En termes de prévisions, ce sont des données. Il y avait 6,5 millions de personnes qui étaient enregistrées dans la base de données des CNI de 2009, de ces CNI. Et ensuite, on a fait une estimation qui pourrait avoir 4 millions de nouvelles personnes, de nouveaux majeurs. Donc ça, c'est lorsqu'on circonscrit la carte seulement dans ce périmètre-là. Mais aujourd'hui, la carte peut être faite à partir de 5 ans. Donc tout individu à partir de 5 ans jusqu'à plus peut faire la carte. Donc pour nous, quand on prend ces chiffres qui sont des chiffres qui ont permis de voir quel type d'appareil pour dimensionner tout le processus, toute la technique qui est autour, on a fait des estimations. Mais si les gens ne viennent pas venir faire un titre, on ne peut pas dire que le système... Il faut évaluer le système par rapport à ceux qui sont venus, aux 4,8 millions de personnes qui sont venues vers nous pour délivrer ce titre. Mais en termes de documents, en termes d'estimation, c'est 6,5 millions de personnes qui étaient attendues pour le renouvellement. Mais vous allez voir que sur 6,5 millions de personnes qui ont fait la carte depuis 2009, vous avez ceux pour lesquels la carte n'est pas encore périmée, qui ne veulent pas la renouveler parce que je dis, ma carte se périme en 2025. Donc j'attends chez moi à la maison, je suis tranquille. D'autres sont allés en voyage, d'autres sont décédés. Et donc vous voyez que quand vous retirez tout ça, vous n'êtes pas forcément en train d'attendre. Parce que j'ai même dit à mes collaborateurs, si nous faisons 6,5 millions de renouvellements, c'est que notre système, il est faux. Voilà. Donc, vous dites, on n'attend pas 6,5 millions. Mais ce que nous attendons que les gens viennent pour que nous puissions leur donner un titre d'identité. Mais sinon, voilà les statistiques qui étaient prévues. Très bien. Antonin Saleh Timoko. Le directeur semble dire que la nouvelle carte d'identité est très fiable. C'est un condensé de technologie. Alors, moi, j'ai fait des enquêtes sur les documents administratifs en Côte d'Ivoire et on a infiltré des réseaux. Je peux vous dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a de vrais réseaux de falsificateurs et donc, ils sont en mesure de reproduire à l'identique ces nouvelles cartes d'identité. Et les policiers, c'est pour ça que j'ai posé la question, vous n'avez pas encore répondu à cette question. Les policiers qui sont sur les routes, qui contrôlent les identités, n'ont aucun moyen de savoir que la carte d'identité qu'on leur présente est celle qui est authentique ou ne l'est pas. Alors, comment vous faites pour que ces agents de police qui sont sur les routes puissent contrôler les identités avec des cartes d'identité qui sont authentiques? D'accord, à la fin. Je vais ajouter, moi, au cours d'un voyage, je conduisais avec un permis ivoirien avant de le changer en permis français. Et mon permis ivoirien a été pris. On nous a bloqués pendant 1 heure. Ils ont mis dans un appareil identique. Et au bout d'1 heure, ils ont dit c'est correct, vous pouvez partir. Ça veut dire qu'on arrive à faire ce contrôle en France.
à l'étranger, mais est-ce qu'ici, comme il dit, nos policiers sont... Est-ce que les policiers seront munis de terminaux, justement, pour contrôler l'authenticité de nos cartes d'identité? Je peux répondre oui. À quelle échéance? En plus, les terminaux sont là. Nous en avons déjà 1500 qui sont déjà disponibles. Donc, distribués chez les policiers? Non, pas encore. Dès la semaine prochaine, parce qu'il fallait que nous puissions voir d'abord la fonctionnalité. Vous avez vu, c'est un appareil qui est assez robuste et puis qu'on va déployer. Mais on va le déployer là où le besoin est. Vous savez qu'aujourd'hui, déjà, la carte doit être d'abord la chose... il ne marche pas toujours. Hein. Non, on n'a pas été chargé. Non, il n'a pas... Alors, pour information, on l'a remis pour une charge. Il va revenir tout à l'heure et on va faire notre test grandeur nature en Mondovision. Allez-y, voilà. Poursuivez. Merci beaucoup. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de développer ce que j'appelle des API, des applications, qui permettent même à partir du smartphone du policier de rentrer, d'avoir accès à notre système central d'identité et de permettre de vérifier l'identité de quelqu'un. Ah, c'est une bonne nouvelle, vous allez munir les policiers de smartphones. Nous n'allons pas munir les policiers, mais le policier pourra utiliser son smartphone. Ah. Le commissariat pourra... personnel, quoi. D'accord. Donc, parce qu'il ne faut pas donner 2 ou 3 appareils à quelqu'un qui a déjà un smartphone. C'est l'application simplement. C'est une application comme ce que les gens téléchargent tous les jours. Et dans les commissariats, ils auront accès directement à notre... code d'accès. Hein. Exactement. Pas tout le monde ne pourra pas. Moi, de mon portable, je ne pourrais pas vérifier pour quelqu'un. Non, mais vous avez droit, pas pour quelqu'un, mais vous aurez droit de vérifier les informations qui vous concernent. Okay. Donc tout ça, nous sommes en train de... À travers l'application. À travers l'application, parce que c'est le droit du citoyen de vérifier les informations le concernant détenues par l'administration. Et donc, pour assurer M. Assalé qu'aujourd'hui, nous sommes en train, c'est quasiment prêt. Et donc, nous allons le déployer aux administrations, de telle sorte que quand vous allez quelque part, l'identité que vous avez déclarée à l'administration soit celle avec laquelle vous allez commercer, si je peux dire ainsi, avec l'administration. Et en plus, vous rassurer qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est rentrée dans un système international. Cette carte biométrique, c'est une directive de la CEDEAO. Donc, nous sommes maintenant dans un système international qui fait que beaucoup plus facilement, lorsque vous allez arriver quelque part, nous avons des codes que nous partageons pour que les gens puissent lire ces codes-là. Donc, les gens pourront facilement lire les mêmes codes et avoir... Parce qu'il y a des clés, nous appelons ça les clés, qui sont reconnues. Donc, la Côte d'Ivoire a ses propres clés qui sont sur ces cartes. Et donc, seules les personnes autorisées pourront lire les informations que nous avons sur elles. D'accord. Monsieur Yeo Ali, vous nous appelez de Yopougon. Vous voulez poser des questions, évidemment, au directeur général. Sur votre carte d'identité, il y a des erreurs. Oui. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, allez-y. Je vous appelle de Yopougon. Oui, bien sûr, allez-y, oui. Voilà, je me suis fait enrôler en 2020. Oui. Il y avait... Allez-y. Voilà, il y avait une erreur d'orthographe sur le nom de ma mère. Oui. Donc, ils ont rectifié les documents qu'ils avaient apportés. D'accord. Ensuite, mon village qui a fait une sous-préfecture. Oui. On me dit que le nom d'une sous-préfecture n'est pas dans la base des données. Et on me donne le nom de 3 villages à côté qui doivent faire comme des villages de repère. D'accord. Ensuite, ma fille, j'ai fait... Pour moi, pour elle, c'est une nouvelle carte. Oui. Depuis 2020 aussi, elle n'a pas eu de suite. Donc, côté fonction, sur la fonction, c'était fonctionnaire. Côté fonction, maintenant, on m'a imposé aussi de mettre attaché administratif. Je ne sais pas pourquoi on impose les trucs aux gens là-bas. D'accord. Monsieur le directeur général, vous voulez des précisions ou vous... Non, c'est bon. C'est bon pour vous. Oui. Merci beaucoup, monsieur Yeo, de nous avoir appelés depuis Yopougon. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Oui, monsieur Yeo, allez-y. Monsieur Yeo a posé 3 problèmes clés. C'est cela. Le premier problème, c'est la question du centre d'état civil. Effectivement, vous savez qu'il y a des localités, il y a des endroits qui sont érigés en centre d'état civil un peu plus tard. Donc, vous êtes né peut-être dans une localité, mais vous faites votre extrait de naissance dans une sous-préfecture. Et après, cet endroit-là devient un centre d'état civil. Donc, vous voyez qu'il y a des mises à jour qui sont faites pour justement placer la personne dans le centre d'état civil de référence où son nom est inscrit dans le registre. Et tant qu'on ne trouve pas ça, c'est ce que je disais tantôt, il ne fait que confirmer ce que j'ai dit, on ne peut pas. Mais c'est des cas que nous sommes en train de régler. Il a posé le problème aussi de la fonction. Vous savez, il y a, avec l'Institut national de statistique, nous sommes obligés d'aller avec certaines normes pour que chacun ne déclare pas la fonction qu'il veut. On a des fonctions qui sont réglementées, c'est-à-dire si vous venez que vous nous dites que je suis policier, gendarme, magistrat, médecin,
on va vous demander de donner un justificatif. Mais le reste, ce sont des fonctions pour que nous puissions avoir des statistiques. Parce que si vous écrivez une fonction, par exemple... journaliste. Fonctionnaire. Journaliste avec bon, je peux pas, c'est pas le bon exemple, hein, mais si vous dites par exemple chauffeur avec peut-être un 2F ou 3F, ça veut dire que quand on va vouloir faire les statistiques, il va en manquer. Parce que nous, on a la typologie du mot, de la fonction, qui est déjà inscrite dans le système. Le système ne dispose pas de correcteurs? Non, ce sont des enrichements qui sont déjà faits. Et après, il faut faire des statistiques avec les enrichements. On ne permet pas aux agents d'inscrire les professions que chacun veut. Parce que quelqu'un peut venir écrire, bon, dans l'ancien système, on a vu par exemple, éleveur d'animaux de subsistance pour le commerce. Donc on écrit une carte d'identité. Sur une carte d'identité. Donc tout ça, ce sont des fonctions que nous avons réglementées parce qu'on a réglementé ces fonctions et nous sommes en contact avec l'administration pour voir quels sont les types de fonctions. Il arrive que les gens veulent avoir la fonction avec laquelle on les appelle dans leur service inscrite, mais malheureusement, on leur conseille de prendre ce qui est plus proche. Mais c'est des choses qui vont évoluer parce que ce sont des données qu'on appelle des données modifiables. Vous pouvez être médecin aujourd'hui, mais journaliste demain. Donc, ce sont des choses qui sont modifiables. Ah, c'est pas évident. Bon, c'est un exemple. En tout cas, c'est un profil de carrière plutôt atypique. Disons-le comme ça. Alors, avant de marquer la pause, messieurs, alors nous avons deux préoccupations rapidement, monsieur le directeur général. Une dame qui s'est fait enrôler avec un numéro de téléphone qu'elle n'a plus. Elle se pose la question de savoir comment elle peut actualiser le nouveau numéro de téléphone dont elle dispose à présent. Le second cas, c'est un monsieur qui estime que sa femme s'est fait enrôler. Elle a reçu 2 cartes d'identité avec 2 NNI différents. Ah ouais. Ça, c'est matière à inquiétude. Non, j'aimerais bien voir parce que ça veut dire que c'est 2 identités différentes. Ça veut dire qu'elle est passée parce que même quelqu'un peut recevoir 2 cartes nationales d'identité, mais qu'elle regarde bien, le NNI... Mais comment cela peut passer dans la maille du filet? Non, vous savez, le système, il génère des cartes. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a des gens qui viennent pour demander des duplicata. Il y a des gens qui viennent pour faire des modifications. Vous faites la première carte, ensuite vous allez dans un autre centre, on vous prend en modification. Donc le système, lui, j'ai dit, c'est quelqu'un qui veut modifier une donnée. Donc lors de la validation, on regarde si la première donnée et la deuxième donnée ne sont pas les mêmes, mais il y a des invariables. Donc si on dit, bon, ça c'est une modification. Ce que nous faisons, il y a une carte qui est désactivée parce que chaque carte contient un code spécial. Donc la première carte qui a été faite est désactivée pour que la deuxième puisse avoir cours. Donc on se dit que vous êtes venu faire une modification. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont voir sur leur récépissé, c'est écrit plutôt modification. D'autres, c'est écrit nouvelle demande et d'autres, c'est écrit renouvellement. Donc c'est en fonction de ce que vous venez demander que la carte est produite. Donc c'est des situations qui arrivent parce que la personne est venue avec 2 modèles différents. Mais le NNI, il va rester invariable. Très bien. Oui, rapidement. Oui, une question. Je veux revenir sur les modifications qui ont été faites. On retrouve que ce n'est plus l'ancienne dissolution du nom. Désormais, c'est le prénom avant le nom. Donc, quelqu'un qui était Seri Guédé Sylvain à l'époque devient maintenant Guédé Sylvain Seri. Est-ce que ça, ce n'est pas une difficulté aussi quand on passe de l'ancien fichier au nouveau fichier que vous êtes en train de mettre en place? Deuxième question. Monsieur le directeur général, où s'arrête votre compétence dans la production des nouvelles cartes et où commence celle de l'opérateur qui avait été recruté en son temps? Je vais parler de Semlex. L'opérateur technique. Technique, oui. C'est cela. Allez-y, monsieur le directeur général. Sur la question de la position, je pense qu'il y a un décret et on ne fait qu'appliquer la loi. Dans la sémantique normale, on dit prénom et après nom. Oui. Donc, votre nom reste votre nom, mais sa position d'apparition sur la carte est mise dans le bon ordre. Donc, maintenant, le prénom, il va venir avant. Le nom, donc, M. Seri Guédé, son nom reste M. Seri. Tout simplement, qu'il soit mis en avant ou après, votre nom ne change pas, tel qu'il est dans votre état civil. Donc, normalement, on n'a fait que respecter ce que le décret demande, c'est de dire le prénom avant le nom. Donc, rien n'a changé. Votre prénom reste votre prénom, votre nom reste votre nom. Mais entre-temps, sur les extraits de naissance, c'est l'ancienne dissolution encore. Si vous prenez l'extrait de naissance, pour ce que j'ai eu à consulter, on dit le 22 décembre 2000 est né Guédé Sylvain. Oui. Ça, c'est inscrit dans la marge, est né M. Guédé Sylvain. Fils Maintenant, de l'autre côté, on met M. Seri Guédé Sylvain, c'est-à-dire le nom, et puis le prénom. C'est comme ça pour les extraits de naissance que nous voyons. Mais votre nom reste le nom et votre prénom reste le prénom. Donc, on vous identifie par vous, votre prénom,
est né Série et est né Guédé Sylvain. Et après, maintenant, on passe à votre nom. Donc, il n'y a vraiment pas de changement. On ne fait qu'appliquer, on ne fait que respecter la loi. Très bien. Maintenant, nous avons beaucoup d'autres cas à vous soumettre, notamment ceux des Ivoiriens vivant à l'étranger, qui n'arrêtent pas de nous écrire et poser plein de questions. Et aussi, on va faire le test grandeur nature en Mondovision. Ce sera juste après cette courte pause. Sur le plateau de NCI 360 et ce soir, nous parlons de ce précieux sésame qu'est la carte nationale d'identité. C'est souvent un vrai parcours du combattant pour l'avoir. Ce soir, on en parle. On a la chance d'avoir avec nous sur ce plateau le directeur général de l'ONESI, M. Ago, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui va nous faire une démo avec un terminal qui consiste à contrôler l'authenticité des cartes. C'est ça. Expliquez-nous. Bien, donc, c'est un terminal qui est là, qui contient une application qui est codée. Et donc, par exemple, quelqu'un vous présente sa carte. Vous voulez savoir si cette carte est authentique, comme M. Assalé disait tout à l'heure qu'on peut changer la photo et tout ça, ce qui est déjà difficile, mais avec ça, vous prenez le terminal, vous entrez, et donc, dès que vous démarrez, nous avons un code spécial sur la carte qui permet de faire de telle sorte que, en passant simplement, quelqu'un ne vous vole pas la carte. Le code, il est au recto ou au verso de la carte? Il est sur la face de la carte. D'accord. Donc, vous pouvez me le donner, c'est le 79. Le 79. Alors, nous sommes à la télé, on va éviter d'épeler le numéro. Voilà, c'est ça, c'est pourquoi je le disais. Histoire de sécuriser l'identité de l'un de nos invités. Les géolocaliser. Donc, une fois que ça, il nous permet maintenant d'établir le contact avec la carte. Et donc, on établit le contact, tout simplement. Très bien. Et avec votre autorisation, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. D'accord, donc voilà. Lui qui a donné. Et il lit les informations. Et les informations apparaissent. Les informations qui ne sont pas sur la carte. Et on peut avoir toutes les informations. Et à ce moment-là, on a l'identité des géniteurs. Voilà. Et ensuite, si on veut faire une autre vérification, on peut prendre, vous voyez, on a la photo là, on peut prendre la photo de l'individu qu'on a en face. Et alors, la machine va comparer cette photo qui est là, qui va apparaître ici, à la photo de la personne qui est inscrite dans... Vous savez, tout de suite, j'ai la photo. Authentifiée. Voilà. Et donc, si c'est bon, il va me dire c'est bon. Si c'est pas bon, il va dire non, la photo, la personne que vous avez en face de vous n'est pas celle qui est inscrite dans la carte. Vous pouvez aussi prendre son empreinte, il met ses index, il met des informations, il va aller vérifier aussi avec les empreintes que nous avons capturées. Si c'est bon, si tout correspond, il va dire OK, c'est bon. Voilà un peu. Okay. Et donc, on a toutes les informations sur M. Siri, on a sa photo, on a même sa signature, on a même ses données personnelles, son nom complet, et on a un certain nombre d'informations qu'on peut afficher. Profession journaliste, son numéro de téléphone. Vous habitez à Yopougon, j'espère. Voilà, donc... Les géniteurs. Le prénom du père qui n'est pas sur la carte. On a pour l'instant, comme nous sommes en version test, on n'a pas embarqué toutes les informations parce que ce sont des informations qui sont assez capitales. Mais pour l'instant, seuls ceux qui vont prendre le API, c'est-à-dire qui vont les mettre dans un système que nous avons reconnu, pourront avoir ces informations. Et nous allons voir tout ce qu'il faut pour que ces personnes aient ça. Et vous êtes bien né en 1975. Voilà. Et voilà votre photo qui apparaît et votre signature. Donc, du coup, on a l'authenticité de la carte. La carte est authentique? Elle est authentique. Bon, très bien. On est rassuré. Votre lieu de naissance, c'est bien Betiaou, c'est ça, hein? J'arrive pas à bien... On en a pris un peu plus sur... M. Debailly. Alors, on va s'arrêter là pour éviter de dévoiler... Voilà, il faut c'est justement la raison pour laquelle nous protégeons vraiment au maximum les données à caractère personnel, mais c'est pour le besoin de la cause, pour rassurer les citoyens que nous sommes obligés de passer par cette étape. Mais je voulais vraiment rassurer les citoyens que ce nouveau système, il est fiable, il y a beaucoup d'applications, et aujourd'hui, nous rendons une personne unique dans notre système, qu'elle soit ivoirienne ou qu'elle soit de passage sur notre territoire. D'accord. Dans le lexique autour de cette affaire de carte nationale d'identité, on entend beaucoup de choses. NNI, RNPP. Le NNI déjà, en quoi est-ce qu'il est si important? Le NNI, en fait, c'est un numéro national d'identification qui est attribué dans le cadre du registre national des personnes physiques. C'est un registre qui va avoir toutes les personnes physiques vivant en Côte d'Ivoire dans ce registre. Il est alimenté à partir du centre d'état civil. Nous avons 17 centres pilotes. Nous avons déployé le logiciel pour enregistrer les naissances et les décès, les faits d'état civil. Et ensuite, ça vous donne un référentiel unique de telle manière que
chaque activité que vous allez faire, vous voulez un permis de conduire avec votre NNI, vous allez faire un passeport avec votre NNI. Mais maintenant, il y a une autorité, c'est-à-dire il y a l'Office national de l'état civil d'identification qui détient ces données-là et qui les sécurise, qui fait en sorte que quelqu'un d'autre ne peut pas aller s'appeler Assalé Timboko ailleurs. Même si c'est votre jumeau, on pourra dire que celui-là, c'est votre jumeau, et M. Ali Dirasouba est M. Ali Dirasouba, et que l'identité qu'elle donne est vraie. Vous savez, aujourd'hui, pour les extraits de date de naissance, vous avez telle mairie qui produit, tel centre d'état civil qui produit, mais quand ces documents sortent, comment celui qui est en face, il sait que c'est vraiment un document original. C'est pour tout ça là le gouvernement a décidé de mettre en place le RNPP, qui est le registre national des personnes physiques, qui va englober et les étrangers et les Ivoiriens, mais chacun dans son compartiment, de telle sorte qu'on ne peut pas aller d'une identité à une autre et on ne peut pas faire des fraudes comme ce qui se faisait avant. André ? Quel est le niveau de réalisation de ce fameux projet du RNPP? Nous sommes à quelle phase? Nous abordons 2 phases concomitamment, c'est-à-dire nous sommes dans la phase de renouvellement des titres. Donc tous ceux qui avaient l'ancien titre, nous les renouvelons. Et puis ensuite, on prend les nouvelles demandes. Donc ça, c'est pour le titre qui concerne la carte nationale d'identité. Cependant, nous avons la partie état civil et nous avons une autre partie qui est immigration. Donc pour l'état civil, nous avons fait les 17 centres pilotes. Nous avons une application aussi de ce genre qui permet même avec des relais communautaires d'enregistrer les naissances, même dans les endroits les plus reculés, et de les mettre dans la base de données, d'attribuer un NNI. Donc quand un enfant est né, les informations sur sa mère et sur le sexe de l'enfant, sa date de naissance, sont précollectées dans le système. On attribue déjà ce numéro à cet enfant qui, plus tard, pourra bénéficier plus facilement de son extrait de date de naissance sans avoir à vraiment aller encore chercher une autre identité, à prendre l'extrait de naissance du grand frère ou du petit frère, parce que pour le besoin de la cause, il doit être inscrit à l'école ou bien au moment de passer l'examen, on va le renvoyer parce qu'il n'a pas d'extrait de date de naissance. Et là, c'est fait. Et puis, pour la partie immigration aussi, nous sommes en train de produire, nous produisons maintenant les cartes de résidents hors CEDEAO. D'accord. Semlex. Oui. Oui, la question aussi. La question relative aux partenaires techniques. Oui, en fait, le partenaire technique dans le dispositif aujourd'hui, il dispose de tous les équipements, de toute l'infrastructure technique que nous avons. Pendant ce temps, nous sommes en train de passer à la phase maintenant d'appropriation, c'est-à-dire où les Ivoiriens sont en train de se former sur ces équipements. Et donc, tous les équipements du partenaire technique sont en Côte d'Ivoire. Le site de production est en Côte d'Ivoire. Ce sont des Ivoiriens qui travaillent sur ces équipements. Mais les solutions logicielles, nous, vous savez, on ne fabrique pas. Donc là, ils apportent les solutions logicielles, ils apportent le dispositif, la technologie. Mais nous sommes en train de nous approprier tout le mécanisme. D'accord. Ambroise ? Pour ceux qui ne sont pas toujours au fait de l'actualité, qui vous suivent ce soir, vous pouvez leur dire ceux dont la carte d'identité faite en 2009 est arrivée à expiration depuis 72 heures. Depuis 72 heures. Vous pouvez leur rappeler le processus, comment ça se passe? Pour quelqu'un qui a déjà l'ancienne carte, il suffit d'aller dans un de nos centres en payant son timbre. Nous conseillons de payer le timbre soit en ligne sur le site rnpp.ci, soit chez nos partenaires, nos différents partenaires qui sont affichés. Et donc, avec ce timbre, il se présente dans un centre d'enrôlement et puis, tout simplement, on fait son processus d'enrôlement. Donc, lui, nous conseillons, s'il dispose d'un extrait de date de naissance qu'il a déjà, de venir avec. Ça nous raccourcit les choses parce que ça nous permet de rapidement retrouver son centre d'état civil et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Là, peu importe la date, il peut venir avec tout document qu'il a. Si c'est une nouvelle demande, il faut alors le timbre et puis le certificat de nationalité et l'extrait de date de naissance, les deux de moins de 2 ans. D'accord. À la fin. Oui. Le million de personnes enrôlées qui n'ont pas encore reçu leur carte, ce n'est pas leur faute. Est-ce que le récépissé ne peut pas faire foi pour certaines démarches? Parce que là, ils sont sans papier désormais. Non, nous conseillons de venir avec le récépissé pour les questions urgentes, de venir se faire établir une attestation d'identité pour des questions urgentes. Mais nous employons à réduire considérablement ce délai parce que la demande ne vaut pas le titre. Vous faites la demande, mais lors de nos contrôles... Oui. Non, mais vous savez, l'idée, ce n'est pas de donner la carte. Non, l'idée, c'est d'abord de fiabiliser l'identité. Donc, dès l'instant où on permettra à quelqu'un, parce qu'on dit que ce n'est pas sa faute, mais parfois, quand on regarde, peut-être il a 2 extraits de date de naissance, et puis, il n'est pas celui qu'il prétend être, ou bien la carte même qu'il a, qu'il veut renouveler, n'est pas la bonne. Parce que quand on va regarder, on trouve que dans la carte, il y a une identité autre qui est là. On ne peut pas, sur la base de sa demande, lui permettre de
pouvoir jouir de ce titre d'identité pour accomplir des actes. Parce que vous savez, parfois, quelqu'un arrive avec un document, il vous fait une location de véhicule, et puis il disparaît, on ne peut plus le retrouver parce que, bon, il vous a présenté des documents. Quand on vient à l'ONESI, l'ONESI regarde dans la base de données, vous dit non, cette identité n'existe pas. Et donc, on ne peut pas prendre ce risque-là, malheureusement. C'est pourquoi nous allons tout faire pour accélérer, pour que chaque personne qui vient vers nous, on puisse, ensemble avec la personne, trouver ce qui nous empêche de produire ça. D'accord. Il y a quand même une question récurrente et évidemment pertinente. Le passeport, qui est un document international hautement sécurisé, est délivré en 72 heures aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fait que la CNI ne peut pas être délivrée en 72 heures et il faut attendre 14 jours pour un renouvellement et un peu plus pour une nouvelle demande? Parce que ce n'est pas le même mécanisme. D'abord, le mécanisme du passeport, vous envoyez des documents. Sur la base de ces documents, on inscrit les informations et on vous prend les empreintes. Et vous contrôle. Le contrôle se fait avec la police. In situ. Oui, absolument. Le contrôle se fait in situ. Mais pour nous, le contrôle va se faire jusqu'au lieu de création de votre identité. Donc, si vous êtes né à Tiasalé, nous serons obligés, heureusement, d'aller à Tiasalé et d'aller regarder si, dans le centre d'état civil de la mairie de Tiasalé, si effectivement, M. Seri figure dans les registres de ce centre. Donc, tant que nous n'avons pas cela, nous ne pourrons pas lui donner un titre qui sera valable pour 10 ans. Vous savez, alors que le passeport, c'est tous ces documents-là que vous envoyez. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que ça va encore plus fiabiliser les passeports. Parce que vous pouvez, il y a des gens qui peuvent avoir un passeport avec 2 identités. Mais aujourd'hui, ça va être réduit petit à petit pour que lors de l'établissement de ces documents, puisque nous aurons une base centralisée avec des arrimages des différents services, comme je le disais, donc les gens vont venir consulter l'identité que vous avez et vous ne pourrez pas avoir une duplicité d'identité en fonction de votre humeur. Être ici celui que vous voulez être et être là-bas celui que vous ne voulez pas être. D'accord. Oui, Landré. Je comprends et j'entends bien sûr que tout ce processus qui est nécessaire pour la fiabilité des documents d'identification de la personne passe par un préalable. C'est lui d'équiper les centres d'état civil de moyens informatiques et de pouvoir réduire la fracture numérique. Je voudrais bien aujourd'hui savoir, et pour les Ivoiriens aimeraient savoir, quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de l'État de Côte d'Ivoire pour que dans les régions les plus reculées, où il est tellement difficile même d'avoir un ordinateur qui date de 2000, de 1980, et il y a ces appareils-là qui vont vous permettre d'être beaucoup plus diligent et avoir un peu gagné en célérité dans la vérification des informations et permettre donc aux uns aux autres de pouvoir disposer de la carte d'identité dans les délais ordinaires que vous proposez. En tout cas, ça, je vous remercie parce que vous avez dit déjà ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons déjà, avec notre partenaire technique, nous avons déjà plus de 1000 ordinateurs qui sont là. Nous sommes passés par une phase pilote. Je parlais des 17 centres parce qu'il ne faut pas mettre un système sans l'avoir testé. Et donc, cette phase pilote-là, avec avec tous les intervenants, le ministère de la Justice, les collectivités locales, nous sommes en train de valider avec les tests. Et une fois qu'on avons fini cette première étape, nous allons passer à la phase générale qui va permettre de décentraliser tout le système pour que dans tous les centres d'état civil, ils puissent avoir l'équipement nécessaire pour être connectés directement au système central. Donc, il y a quand même un argumentaire qui fâche et qui a suscité beaucoup de réactions chez nos internautes qui nous suivent. Vous dites que le récépissé qu'on attribue à un usager quand il s'inscrit pour la carte d'identité ne fait pas foi de pièces. Il faut aller faire une attestation d'identité qui coûte quand même 5 000 francs CFA. Non, le prix de l'attestation d'identité, c'est 3 500. Et pour faire l'attestation d'identité, nous demandons que la personne produise son enrôlement, c'est-à-dire son récépissé d'enrôlement. Donc, on ne fait plus l'attestation d'identité sans l'enrôlement. Ce qui nous permet de savoir que vous êtes dans la base de données. Donc, comme... C'est tout de même de l'argent à débourser encore. Oui, mais c'est pourquoi, justement, nous avons tout fait pour que les gens viennent beaucoup plus tôt. Parce que vous savez que si vous venez beaucoup plus tôt, on vous délivre votre titre aussi beaucoup plus tôt. Mais quand vous arrivez à la dernière date et que vous voulez le titre pour demain, bon, nous sommes contraints de... Lui, il attend depuis 11 mois. Si demain, il a besoin d'une pièce d'identité, il paie 3 500. Oui, j'allais être heureux s'il me disait que je suis allé à l'ONESI et on m'a dit, voici le problème que l'ONESI ne peut pas résoudre. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément une démarche à faire pour venir, pour que nous puissions regarder exactement le cas individuel. Parce qu'on ne peut pas, s'il donne son numéro de demande et que nous sommes un jour ouvrable,
on envoyait le numéro, on allait lui communiquer exactement quel est le problème. Parfois aussi, c'est la question J'ai consulté une machine hier, on me dit que ce n'est pas disponible. On ne me dit pas quel problème il y a. On ne peut pas vous dire, parce qu'on ne peut pas afficher. Tout à l'heure, on est tenté d'afficher des données, on a essayé de prendre certaines précautions. On ne sait pas qui est là, qui va utiliser ces informations-là pour ou contre. Donc, c'est vrai que le dispositif, parfois, il a des contraintes. Mais nous ne pouvons pas nous passer de certaines contraintes. Nous faisons tout pour les alléger. Le requérant qui va dans votre agence pour pouvoir faire sa carte d'identité, il paye déjà 5 000 francs. Quand il a payé ces 5 000 francs, il est enrôlé, on lui donne un récépissé. Parce que le délai n'est pas respecté, il n'a pas sa carte dans le temps, il est contraint d'aller faire une attestation d'identité. Et là également, la même structure, donc votre structure lui prend encore 3 500. Donc 8 500 au final pour avoir une pièce d'identité. Pourquoi est-ce que les 5 000 francs qu'il paye pour la carte d'identité ne veut pas donner le droit d'avoir une attestation d'identité auprès de vous sans qu'il paye encore, avec le récépissé? C'est deux démarches différentes. Et nous souhaitons que la personne s'arrête à la première démarche. À la même structure. Mais bien sûr, vous allez à l'hôpital pour une consultation, pour une maladie, vous allez payer autant de fois que vous venez pour des consultations, on vous donne un délai. Donc, il ne faut pas jeter le propre sur une structure parce qu'on veut quelque chose. Non, il faut être raisonnable. Le système, c'est de donner la CNI aux personnes qui ont droit à cette pièce après vérification. Donc, on ne peut pas demander à ce système, donc, produisez rapidement les titres parce que les gens en ont besoin. Ce serait nous-mêmes encore créer de graves problèmes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait une demande de CNI qu'on va forcément l'avoir dans les délais indiqués. Exactement. Si tous les documents qu'il faut pour vous donner, je vais même encore compléter, ce n'est pas parce qu'on fait une demande de titre qu'on va avoir le titre. Laissons même la question de délai. Il y a des titres que nous n'allons jamais produire tant que nous n'avons pas l'information qu'il faut pour les produire. Et ça, vraiment, je suis intransigeant là-dessus. La qualité d'abord. Donc, tant que nous n'arrivons pas à avoir toutes les informations concordantes pour vous donner la carte, vous ne l'aurez pas. Je vous donne mon propre exemple. Tout directeur que je suis, mes enfants sont allés faire leur titre d'identité. Mais j'ai des jumelles qui sont à l'identique et à qui j'ai donné le nom quasiment identique, sauf le dernier prénom. Mais le dossier était bloqué. Il a fallu que j'apporte des compléments d'information parce que le matching photo était trop, et le matching numérique, alphanumérique était trop. Et donc, c'est des systèmes. Et donc, les autres, mon épouse, une de mes filles et moi-même, nous avons une autre carte, mais l'autre, qui est sa jumelle parfaite, elles sont nées le même jour, même tout, elles se ressemblent à l'identique, n'a pas eu la carte. Ah oui. Tout simplement. Et donc, il a fallu une démarche complémentaire. Donc, vous avez été victime de votre système. Il a fallu une démarche complémentaire pour que ma fille ait sa carte. Justement, Alice, si tu me le permets, je crois qu'on a un problème en termes de proactivité, en termes de communication. Il y a des usagers qui attendent 1 an, 2 ans, parce qu'il y a des problèmes. Comme vous le dites, en termes de vérification. S'il faut attendre que celui-ci aille vers vous afin de pouvoir régler le problème, ça pose une difficulté. Pour ma part, dans les engagements de service et dans la qualité même de la prestation des services publics, quand vous savez qu'il y a un problème, le plus souvent, lui-même peut participer au règlement du problème comme vous l'avez donné votre propre exemple. Il va falloir l'interpeller. Vous avez son numéro de téléphone. Faites l'effort déjà de l'appeler et dans un cadre organisé afin que l'information qui lui soit donnée ne soit pas divulguée, reste toujours privée, le recevoir afin de pouvoir l'interroger et pour pouvoir régler le problème. Mais s'il faut rester dans une démarche passive, le problème n'est pas réglé, alors que lui, peut-être, il a la solution au problème. Je crois, pour ma part, je propose... Quelqu'un, par exemple, dont on a besoin de l'extrait de naissance pour un complément d'information, qui n'a pas l'information, qui attend sa carte pendant 6 mois, il a juste besoin d'un appel, comme il le dit. Est-ce que vous êtes d'accord que le service aussi n'est pas irréprochable? Non, le service n'est pas irréprochable, comme toute œuvre humaine, et nous faisons tout pour améliorer la qualité du service. Vous savez, quand on était en décembre, il y avait près de 812 000 personnes pour lesquelles nous n'étions pas capables d'émettre le titre. Et donc, le gouvernement a statué dessus, a trouvé que 800 000 personnes pour lesquelles l'ONESI n'a pas émis le titre, alors qu'elles ont fait les demandes depuis longtemps, ce n'était pas acceptable. Ce qui a motivé une prolongation pour nous donner le temps d'apurer ces données-là. Et les Ivoiriens sont là.
beaucoup d'entre eux ont reçu des messages pour dire, Monsieur X, votre dossier, on a besoin d'un complément d'information, mais ils ne sont pas venus. Même quand nous envoyons simplement le message pour dire que votre carte d'identité est prête, les gens ne viennent pas. Après, quand on leur dit de venir faire des modifications... Alors moi, le jour où j'ai reçu le message, je m'y suis dépêché. Voilà. Donc... Ouais, non, on sait que... Faut pas généraliser. Non, pas du tout. Au contraire, je dis même encore qu'il y a beaucoup qui sont venus. Mais vous savez, le plus souvent, on s'occupe du train qui vient en retard. Hein. Quand le train vient à l'heure, bon, c'est la normale. Monsieur le directeur général, les gens ont des problèmes précis. Ils disent, ils sont nombreux à nous suivre, il y en a qui disent par exemple qu'aujourd'hui, quand ils vont dans un service, quand ils présentent leur carte d'identité, on leur demande en plus un extrait d'acte de naissance pour justement voir la mention du nom des parents. Comment vous allez résoudre ce problème? Ce n'est pas vraiment la sensibilisation. Nous sommes en train de rendre le dispositif crédible. Vous avez tous ces terminaux, donner l'application aux différentes administrations qui ont besoin de vérifier l'identité pour que de plus en plus que la carte rentre maintenant dans le commerce habituel pour que les gens sentent que derrière ce NNI, il y a une sécurité qu'il y a derrière. Donc, effectivement, nous sommes en train de faire, nous devons faire ce travail, nous avons initié ce travail avec des rencontres, avec des institutions, avec l'association professionnelle des banques et établissements financiers, avec d'autres institutions. Et justement, parlant des banques, un autre cas de figure, un monsieur qui se rend à la banque pour une opération avec un chèque, il met sur le chèque donc son prénom et son nom, la banque qui refuse. Parce que, le nom d'abord, ensuite le prénom, la banque qui refuse, estimant que sur la pièce d'identité, c'est le prénom avant le nom. Voilà beaucoup de problèmes que ça pourra créer. Oui, c'est vrai, vous savez que tout changement demande un accompagnement. Quand vous innovez, quand vous faites un changement, il y a un temps d'adaptation, il y a une communication qui est à faire derrière. Il faut mettre tous les acteurs autour pour pouvoir tous avoir la même compréhension. Donc, c'est des choses qui vont se faire petit à petit et nous allons faire en sorte que ça se fasse beaucoup plus rapidement. D'accord, oui. Oui, monsieur le directeur général, ce que vous dites là, est-ce que ça ne va pas bouleverser des normes au niveau de certaines entreprises? Parce que nous sommes à l'ère des normes. Dans certaines entreprises, il y a quand même des normes qui sont établies et dès que une demande ne rentre pas dans ces normes-là, elle est rejetée systématiquement. C'est ce qui se passe avec les banques. Vous pensez que la seule sensibilisation là, peut régler ce problème? C'est un travail collectif. Et quel délai vous donnez pour régler ce genre de problème? Parce que l'ONESI ne communique pas déjà assez. Oui, c'est un travail collectif. Nous étions vraiment très préoccupés à rendre notre système fiable, à avoir les applications. Maintenant, c'est chose faite. Et donc maintenant, c'est un travail collectif, comme l'opportunité que vous me donnez d'être sur ce plateau. C'est aussi ce travail-là que nous faisons pour que les gens comprennent maintenant le dispositif, parce que les gens n'avaient jamais vu ce terminal, par exemple. Les gens ne savaient pas un peu tout ce qui est embarqué derrière. Les gens se limitent parfois simplement à la vision de la carte comme seul instrument. Mais aujourd'hui, l'identité a été modernisée. De telle sorte que bientôt, vous savez, avant, quand vous devez voyager, par exemple, on vous donnait un ticket. Aujourd'hui, avec votre smartphone, vous arrivez, vous pouvez ouvrir. Donc, on a dématérialisé un certain nombre de choses. Et donc, nous aussi, on doit avoir cet accompagnement-là. Et l'ONESI va faire le travail qui va jouer sa partition. Mais c'est ensemble qu'on va pouvoir changer nos habitudes pour dire que, bon, maintenant, quand il faut déclarer les naissances, il faut attendre le NNI de son enfant, ainsi de suite. Et petit à petit, les normes aussi vont être mises à jour. Alors, pour les nouveaux majeurs, ils sont nombreux à se plaindre de n'avoir pas reçu leur carte, et également les Ivoiriens de la diaspora. Oui, pour les nouveaux majeurs, nous avons maintenant pu automatiser une bonne partie du processus, parce qu'il faut dire que pour les nouveaux majeurs... C'est quoi le problème? Les données n'étaient pas déjà... On n'a pas de données de référence. Donc, vous voyez que quand on n'a pas de données de référence, ce sont des données qu'on doit créer et on doit faire en sorte que ces données-là soient fiables. Donc, c'était là le gros problème où il fallait repartir encore dans les centres. Donc, pendant ce temps, nous avons essayé de numériser une bonne partie des extraits dates de naissance que nous avons. Donc, on a constitué un référentiel qui nous permet d'aller maintenant beaucoup plus vite pour les nouvelles demandes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Nous sommes en train de raccourcir vraiment aussi la demande. Pour les Ivoiriens de la diaspora, effectivement, il y avait des soucis techniques parce qu'il faut s'enrôler, mais le site de production, il est en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut que les données puissent arriver de façon sécurisée dans la centrale, dans le serveur, mais de faire en sorte que ces données ne puissent pas être récupérées quelque part. Donc, les ingénieurs ont beaucoup travaillé dessus. On a fait des tests et ces tests sont concluants. Donc, je suis heureux de dire que d'ici fin avril ou plus tard, nous allons commencer l'enrôlement au niveau de la diaspora. D'accord. Avant de vous laisser partir, les dernières questions, Ambroise. Je rappelle la question du confrère à Salé. On perd déjà 5 000 francs
vous nous faites payer encore 3 500 francs pour avoir l'attestation. Est-ce que vous ne pénalisez pas doublement le requérant alors que ce n'est pas sa faute si il n'a pas sa pièce? Ce n'est pas sa faute, mais je peux dire, pour lesquels nous avons toutes les informations disponibles et que nous pouvons vérifier, nous leur produisons la carte. Donc ça veut dire que si quelqu'un n'a pas la carte, c'est qu'il y a un problème. Donc le tout, c'est de venir pour que nous puissions régler le problème. Mais si entre-temps, vous avez besoin d'un autre document qui lui aussi obéit à un autre processus de production et qui est un certificat, donc qui est une attestation, il y a un autre mécanisme aussi qu'il faut déclencher. Et c'est pourquoi on a pris les dispositions pour que les gens ne viennent pas massivement à la dernière minute. Parce que lorsque tout le monde vient à la dernière minute, vous savez aussi que ça met une pression aussi sur notre système. Et on a fait de façon éclatée pour produire les titres. Et là, aujourd'hui, je pense que notre score, il a beaucoup grimpé. Les mauvaises langues pourraient dire que vous faites ça exprès. Vous faites payer les gens. Directeur général, il y a aussi beaucoup d'erreurs sur les cartes d'identité. C'est le fait des requérants ou le fait de vos agents? Il y a des conditions. Hein. Parfois, il y a plusieurs conditions qui arrivent. C'est pourquoi, lorsqu'on finit l'enrôlement, on demande aux pétitionnaires de vérifier les informations qui sont sur l'enrôlement et de les valider. Et s'il ne sait pas lire? Pardon? Et s'il ne sait pas lire? Mais s'il ne sait pas lire, on regarde. L'agent a une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les informations qui sont portées sur la carte soient celles qui sont avec le document. C'est pourquoi nous scannons ces documents et il y a un traitement qui est fait encore après, en centrale, où il y a des agents qui regardent et qui comparent ces informations et qui, le plus souvent, font les corrections nécessaires. Mais parfois, sur la profession, en général, le maximum d'erreurs, ça arrive sur la profession, sur des informations qui étaient déjà mal orthographiées. Pourquoi on ne peut pas rectifier aussitôt? Parce qu'on n'a plus le requérant en face de nous pour avoir la bonne profession qui aurait dû être mise. Parce que l'enrôlement se fait, le requérant, il est parti, et c'est en centrale maintenant que le traitement se fait. Donc, nous sommes obligés de produire avec l'information. D'où l'urgence de le rappeler. Comme l'avait dit Landry. Mais quel combat? Attendez, vous venez, vous dites, je suis journaliste. Et donc, normalement, c'est journaliste qu'on doit mettre. Mais comme journaliste et jardinier, c'est proche, l'agent, par erreur, parce que c'est 1 minute déroulant, il a mis jardinier. On a vérifié, nous tous, on n'a pas fait attention, c'est allé en centrale. Sauf si je sais que je vois la photo de M. Ali Diraswa, je sais qu'il n'est pas jardinier, mais je vois un citoyen lambda dans le serveur, je suis un agent de traitement, je vérifie les informations obligatoires sont bonnes, la profession, je n'ai aucun élément qui dit que c'est cette profession qui est inscrite là. Donc, du coup, je valide. Est-ce que vous avez le pouvoir de vérifier si, par exemple, il y a des agents qui chaque fois font des erreurs sur des cartes? Oui. Est-ce que vous les sanctionnez? Oui, bien sûr. Alafia Ouakili, pour terminer. Je voulais dire que la carte a expiré en 2019 pour les 6 500 000, mais après 2009, à partir peut-être de 2011-12, il y a eu production de cartes d'identité, même si ce fut difficile. Donc peut-être dans les statistiques, il faut faire ressortir ça, même s'il y a eu une confusion à un moment avec les spécifications de la nouvelle CENI, une situation qui a donné à penser qu'on ne pouvait pas avoir les 2 cartes d'identité circuler en même temps. Mais vous venez de dire que les cartes dont la validité n'a pas expiré peuvent continuer de fonctionner. Donc il y a lieu peut-être de bien clarifier cela et de dire que peut-être il y a 1 à 2 ou 3 millions de cartes anciennes qui peuvent circuler, qui sont encore valides par rapport aux estimations du fait que pour la nouvelle carte, on n'a que 4 800 000. Il faut peut-être souvent communiquer là-dessus pour que l'on sache qu'à côté peut-être des 4 800 000, il y a peut-être 2 à 3 millions de cartes jaunes valides qui circulent et que finalement, on n'a pas peut-être beaucoup trop de sans-papiers. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais nous, à l'ONESI, nous encourageons les gens à venir renouveler leur carte, même si elle n'est pas périmée. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau dispositif qui est derrière, il y a de nouveaux services qui seront rattachés à cela. Donc, même si le document il est valable, mais nous encourageons les gens à venir faire le renouvellement. Merci à vous, monsieur Ago Christian Gérard Kodia, directeur général de l'ONESI. Il me semble que Sylvain avait une dernière question. Je voulais juste dire que la carte d'identité, c'est aussi un enjeu politique. Récemment, il y a le président de la CEI qui prend cette disposition-là que les 3 500 000 qui sont déjà prêts vont être déversés dans le fichier électoral. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements avec vos services? On a eu des rencontres, mais nous, pour l'instant, à l'ONESI, nous produisons les titres pour les Ivoiriens. Quand le moment viendra, des dispositions
seront prises. Merci à vous, monsieur le directeur général de l'ONESI, d'être venu sur ce plateau répondre aux questions de nos internautes, de nos téléspectateurs et bien sûr de nos confrères. Merci, on espère vous retrouver sur d'autres plateaux. Avec plaisir. Merci beaucoup. Autre sujet, monsieur, 60 francs CFA en plus par litre d'essence. C'est ce que devront payer désormais les automobilistes à la station-service. Le prix du super est passé depuis vendredi à 695 francs CFA. Pour expliquer les raisons de cette augmentation, le ministre des Mines et de l'Énergie ainsi que le porte-parole du gouvernement ont rencontré des associations de consommateurs. C'était en présence de Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedou. On suit ce reportage et on en parle juste après. Le gouvernement, via son porte-parole, et le ministre en charge de l'énergie renoue le dialogue avec les défenseurs des intérêts des consommateurs. Au centre de la rencontre d'échange, la nouvelle hausse du coût du carburant, dont le prix pratiqué du super passe à compter du vendredi 1er avril 2022 de 635 francs le litre à 695 francs. Au terme de la séance d'explication avec les hôtes du jour, le ministre Thomas Camara décline les raisons et les efforts consentis par le gouvernement pour éviter une hausse considérable. De janvier à mars 2022, c'est 55 milliards d'efforts que le gouvernement a consentis pour contenir les cours internationaux qui ont augmenté. Et pour le seul mois d'avril 2022, c'est 64 milliards de francs CFA que le gouvernement consent pour encore contenir la flambée que nous avons constatée sur les cours internationaux, maintenir le prix du gasoil pour préserver le pouvoir d'achat des populations et augmenter le prix du super que de 60 francs, là où il aurait totalement flambé si nous avions appliqué la réalité des prix. Alors que les prix pratiqués dans le pays connaissent une hausse, au Ghana voisin, c'est plutôt une baisse du coût du carburant. Sur ce point, le ministre en charge de l'énergie fait des précisions. Le prix du super au Ghana est à 752 francs CFA le litre. Là où en Côte d'Ivoire, après même l'augmentation, le prix est à 695 francs CFA le litre. Le prix du gasoil au Ghana, malgré la baisse, est à 818 francs le litre. Là où en Côte d'Ivoire, le prix est à 615 francs le litre. Donc, parler de baisse d'un côté et de hausse de l'autre, mais c'est facile de baisser quand on est au plafond déjà. Les cours au Ghana sont bien plus élevés que les nôtres. Pour leur part, les fêtières des consommateurs saluent les efforts du gouvernement, mais plaident pour un réajustement des prix dès la stabilisation du prix du coût du baril sur le marché international. Le gouvernement a plafonné cette augmentation à 695 francs pour le super sans plomb, sans toutefois toucher au gasoil, ce qui est salutaire. Parce qu'à dire vrai, on devrait être à une augmentation de plus de 840 francs pour le super sans plomb et à près de 900 francs pour le gasoil. Et cette hausse s'impose à nous. Mais nous disons tout simplement qu'à l'impossible, effectivement, l'une n'est tenue. Nous sommes à un passage obligé. Voilà. Il y a des périodes où il y a des sacrifices à faire. La Côte d'Ivoire est dans cette dynamique-là. Nous avons l'appui de notre gouvernement. Donc, nous comprenons que, bon, on n'a pas le choix. Donc, nous observons tous et nous encourageons le gouvernement à poursuivre dans cette direction-là, protéger, tant que faire se peut, le pouvoir d'achat des consommateurs. La hausse du prix du baril de carburant à l'échelle internationale est l'une des conséquences de la guerre Russie-Ukraine. Une crise qui impacte le prix à la pompe de l'essence et du gasoil, surtout dans les pays non producteurs de pétrole, soumis aux aléas du marché mondial. Landry Couillot, oui. Réaction ? Il est très important déjà de faire une précision. Dites-nous. L'augmentation porte sur le super. Sur le super, c'est ça. L'essence et non sur le gasoil. Donc, le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui a fait un effort budgétaire très important afin d'amortir le choc à hauteur de 120 milliards de francs CFA, fait un choix stratégique, disais-je plutôt, en permettant donc aux ménages de pouvoir maintenir leur pouvoir d'achat déjà affaibli. Parce que si l'on augmentait le gasoil, ça aurait eu un impact très important sur le transport des biens et des personnes, ce qui aurait donc eu un impact énorme sur le panier de la ménagère. Mais arrivé à un moment donné, on n'était pas en capacité de pouvoir ne pas suivre cette
tendance mondiale qui est celle de pouvoir élever le prix et permettre donc un approvisionnement assez régulier des produits pétroliers au niveau national. Donc, pour ma part, il va falloir donc féliciter le gouvernement ivoirien qui ne trahit pas, bien sûr, son engagement d'être solidaire des Ivoiriens en leur permettant de pouvoir avoir un pouvoir d'achat tout à fait raisonnable et gagner en dignité. D'un point de vue politique, c'est intéressant d'avoir agi ainsi parce que le discours porté par l'opposition est celui-ci. Vous construisez des routes, construisez des infrastructures, sauf que les Ivoiriens ont faim. Alors, il fallait prendre donc une décision pour ne pas, bien sûr, donner du blé à moudre et donc permettre donc aux Ivoiriens d'avoir beaucoup moins faim et se donner la capacité d'avoir dans leur assiette quelque chose. Ambroise ? Oui, j'enclenche sur ce qu'il dit pour dire que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts de janvier à mars. Ils ont dégagé 55 milliards pour soutenir la flambée de la montée, la flambée du prix du pétrole pour contenir la cherté de la vie à l'international. Et le seul mois d'avril, c'est 64 milliards qui sont dégagés pour le même exercice. Donc c'est beaucoup, ça fait beaucoup. Et cela montre le souci du gouvernement, comme il a relevé opportunément, de soutenir le coût de la vie, de soutenir le pouvoir d'achat de l'Ivoirien, des Ivoiriens moyens surtout, parce que c'est lui qui est le plus impacté par la cherté de la vie. Donc, il faut saluer le gouvernement pour cet acte. Parce que si ces mesures n'avaient pas été prises, l'essence, le super aurait été à 884 francs le litre. Et le gazole aurait été à 923 francs. Ça, on ne le dit pas assez, mais c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, en raison de la soutenance du prix, on a augmenté seulement de 60 francs le super et le gazole n'a pas été touché. Donc, ils ont amorti 309 francs parce que ça aurait été de 923 francs le litre. Donc, ça, c'est des efforts très appréciables. J'enclenche sur sa lancée pour dire que le gouvernement fait un effort et ça participe de la lutte contre la cherté de la vie. Il faut le dire. Et on se plaignait tous. Et ça aussi, c'est un acte qu'il faut saluer, c'est louable, il faut le relever. Et c'est une action très importante qu'il faut relever. Antoine Assalé Temoko, est-ce que cette hausse peut créer un effet boule de neige sur les autres, sur la vie de façon générale? Non, peut-être que sur le super n'est pas le produit qui est le plus utilisé par les transporteurs, donc il lui peut être augmenté sans que ça ait des conséquences vraiment dramatiques. Ce qu'il faut craindre, c'est qu'il y ait toute cette tendance haussière du prix sur le plan international. Parce que si ça continue comme ça, je ne suis pas sûr que le gouvernement puisse continuer à faire des efforts. Ça va coûter trop cher. Et à un moment, ils vont lâcher du lest parce qu'aucun pays ne peut tenir une telle flambée. Donc il faut espérer que la conjoncture qui provoque tout ça, ça s'arrête et qu'on revienne parce que c'est des ressources qui devaient être affectées à d'autres choses qui sont utilisées pour soutenir des prix. À terme, ça va poser d'autres problèmes économiques à travers le pays. Donc je pense qu'il faut espérer que les choses passent plus vite. À la fin, Wakili ? Bon, je salue l'effort d'explication qui a été fait, mais moi je pense que cette occurrence-là devrait interpeller sur la nécessité de s'approprier davantage les mécanismes budgétaires et financiers. De plus en plus, le ministère du Budget vulgarise ce qu'on appelle le budget programme. Il y a des débats qui se font, on sait qu'on a près de 10 000 milliards de budget. Et il était important, selon moi, dans cette crise-là, de revenir sur la question de la structuration des prix des produits pétroliers. C'est-à-dire que l'effort que le gouvernement fait, ça part d'où, ça commence où? Le prix à l'international, on sait ce qu'il est devenu, il est monté. Lorsque le pétrole est raffiné en Côte d'Ivoire, quand il sort d'usine, il coûte combien? Dans les 695 qui sont payés, quelle est la part de l'État? Quelle est la part qui est reversée à chaque secteur? Vous aimeriez plus de transparence sur la structure des coûts? Quelle est la part des pompistes? Quelle est la part des transporteurs? Qui gagne quoi? C'est cela. Il est important, je pense, comme on l'a eu pour l'électricité à un moment, les détails, on dit que ça fait 60 francs le kilowatt, chaque part, etc. Il était important, je pense, de revenir à cela pour que les populations comprennent mieux les efforts qui sont faits par le gouvernement en leur faveur et pour que les sacrifices demandés par la population puissent mieux passer. Donc je voulais appeler le gouvernement à poursuivre cette pédagogie et demander aux experts, parce que par le passé, il y a eu cela, et c'est ce qui a d'ailleurs permis de mettre en place le système mécanique
qui fait que lorsque les cours sont à la hausse, ça monte un peu. Lorsque ça baisse, le prix du carburant baisse. Il y a eu des moments où il y a eu de longues périodes de baisse, et au point que l'on n'a pas senti. Et c'est vrai que la pression est plus forte cette fois-ci, de sorte que le gouvernement est monté au créneau à travers le ministre et le porte-parole. Sinon, des fois, pour 10 francs, 15 francs, 20 francs, ça se fait de façon automatique. Et il n'est pas mauvais de rappeler le mécanisme et la structure des prix lorsqu'il y a des situations fortes comme cette augmentation. Absolument. Sylvain ? Oui, je pense que le gouvernement fait ce qu'il fait. Il fait certainement des efforts. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut s'inscrire dans l'anticipation parce que on connaît bien, on sait bien que c'est un choc exogène qui est en train d'entraîner ces prix. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais un peu partout dans le monde quand on suit l'actualité. Il y a que les prix du pétrole augmentent. Ce que l'État doit faire ici, en Côte d'Ivoire, c'est peut-être d'anticiper parce que ce ne sera pas une crise de court terme. On ne sait même pas quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine va s'achever. C'est peut-être dans 2 mois, peut-être dans 4 mois, dans 5 mois. Et le mois prochain encore, on sera là en train de faire des ajustements. Je pense qu'il faut traiter la question de façon plus globale pour que, comme on le faisait à l'époque pour la caisse de stabilisation avec le cacao, qu'on dégage peut-être un fonds de sorte que, quand il y a ce genre de choc, on puisse agir sur ce fonds-là. Et comme il a dit, la structuration des prix, je pense que c'est un élément central également dans cette analyse, parce qu'il y a des facteurs, des variables sur lesquelles il faudra peut-être agir sans créer trop de tensions. Ça aussi, il faut le percevoir. Et cela m'amène aussi à dire dans la prospective que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ne doit pas rester dans ses réformettes. Il faut, avec cette crise-là, aller au-delà, réfléchir encore plus, mobiliser les intelligences parce que ce qui arrive va certainement avoir un impact fort sur nos populations parce que quand le coût de la vie augmente, ça crée beaucoup de tensions. Il faut que dès maintenant nous réfléchissions à un système. Il faut que nous nous approprions nous-mêmes nos propres mécanismes. Est-ce qu'il n'est pas temps, par exemple, d'abandonner dans nos réflexions, d'envisager d'abandonner, par exemple, ce système qui veut qu'on s'aligne sur les recommandations du FMI automatiquement, etc. Il faut nous approprier ça. Il faut aller à l'international, peut-être conclure des accords avec les pays producteurs de pétrole pour pouvoir augmenter nos capacités de production. C'est parce qu'on n'en a pas assez ici qu'on est obligé de faire ces petits ajustements-là pour pouvoir rentrer dans nos comptes. Donc c'est une question globale qu'il faut traiter dans la programmation des budgets parce que quand on regarde les grands déficits, en 2021 simplement, nous avons eu 1970 milliards de déficits. C'est beaucoup. Quand il y a des chocs, tout cela combiné, ça crée beaucoup de tensions sur l'économie. Très bien. Donc, monsieur, rapidement, est-ce que vous avez des cartons à attribuer? Oui, bien sûr. Oui, rapidement. Allez-y. Je vais voler la vedette à l'honorable Assalé Tchemoko qui nous a fait la confidence selon laquelle, dès demain, il dépose son projet de loi, la proposition de loi pour la modification de la Constitution et le Code électoral. Donc un carton vert pour qui? Absolument, un carton vert pour Antoine Assalé Tchemoko. Bravo. Il faut aller de l'avant et puis on verra par la suite le débat ouvert, les tendances des uns et des autres. Un carton vert pour Drouba Didier qui est en train de décliner son programme. Il dit des bonnes choses, 150 millions pour les clubs, un quart pour chacun, les joueurs qui seront mieux payés, tout ça. Et là, ça déplace le problème. Hein. Déjà, on était dans un débat de personnes désormais. On va avoir un débat de programme. Il faut le souhaiter pour tout le monde. Voilà, donc un carton vert pour Didier Drouba. Très bien. Qui clarifie les choses. Très bien. Sylvain? Oui, un carton vert pour la DG de l'ONS. L'Office national des sports. Qui est très engagé sur les chantiers de la CAN. C'est vrai que la Côte d'Ivoire subit une pression terrible. On a même appris que le président de la CAF est là pour encore visiter les stades parce qu'ils n'ont pas assez confiance. La CAN approche à grands pas et il faut aller vite. La DG de l'ONS a fait une conférence de presse cette semaine pour rassurer tout le monde. Généralement, on relève un taux de réalisation des infrastructures au-delà de 50%. Et c'est peut-être le stade de Fouet-Boigny qui est la grosse crainte. Qui est la grosse crainte. Donc, il faut l'encourager. À encourager également les entreprises qui sont sur les chantiers. Très bien. Accélérer les choses. Alafé Wakili? Un carton futur vert à NCI après avoir reçu Didier Drogba
pour recevoir les autres candidats et déballer leur programme aussi. Très bien. Donc, le message est bien passé. À NCI. Merci beaucoup. Pour ça le message est bien passé. Didier Drogba était l'invité de Cheikh Imam dans la télé d'ici, certainement. Les autres candidats le seront aussi, certainement. Antoine Assalé-Tiemoko. Quand on verra à l'ensemble des entreprises qui sont intervenues de façon très diligente pour régler le problème à Salé sur le pont, la Géoroute, le BNet, la société PFO et le ministère des Infrastructures. Voilà. Merci. Très bien. Équipement des routes, pardon. Très bien. Carton vert à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté d'être venus sur ce plateau. Merci à vous également, téléspectateurs et internautes. Le carton pour vous, il est toujours vert. Rendez-vous dimanche prochain pour NCI 360 avec des sujets toujours aussi d'actualité. Excellente soirée chez vous. Merci. Merci.